Le dernier est commencé d'ici 5 minutes. Si vous voulez bien juste dire votre nom ou votre prénom. Et si vous venez pour une structure, ou pour vous-même et une structure, voilà. Donc, on peut commencer par là. Ronan, indépendant. Okay. Grégory, indépendant. David, du ciel énergie. Du ciel énergie. Claire, citoyenne, pour le Cap des possibles et aussi pour des entreprises de Clairefontaine. Ok. Fabienne, à une petite perso, et également on s'y met. Ah. Laurie. Okay. Vincent, designer, Fable. Ok. Hubert, ouais. Evelyne de Landévent, je fais partie de Bec et de Lancy-Blais et je viens en tant que citoyenne. Ok. Catherine, pareil. Ok. Bec. Cédric Génaud, Virilia, un projet collaboratif dans l'énergie. Ok. Olivier, juste curieux. Jérôme, curieux, éclairé. Ok. Amandine, je fais partie de Réseau Claravis. Ok. Super. François, je suis président de Concarnable, le Fab Lab de Concarnable. Ok. Enchanté. C'est bien, parce que je vais vous appeler en plus, ça tombe bien. Non, Michel, curieux. Ok. Michel, retraité, passionné d'informatique. Ok. Des On curieux a, aussi. on a plein de Michel ce soir. Des curieux Michel. Ok. J'ai participé au premier centre multimédia de Bretagne, en 97 à Pluvigny. Oh, bah j'étais sur là-dessus. Gauthier, Libéracis, je vous parlerai de la solution que j'ai mis en place pour la ville de Lorient tout à l'heure. Pierre, ville de Lorient. Curieux. Et donc, voilà, moi je me présente, c'est Ruby Ganchou d'ALON, l'agence locale de l'énergie. Donc on est basé à Lorient, mais on travaille aussi sur Auray. Et voilà, on sert à faire tout un réseau autour de la transition énergétique et écologique. Et on va vous parler aujourd'hui des données énergétiques, des logiciels libres et la place des initiatives citoyennes là-dedans. Donc en fait, on vient aujourd'hui en tant que collectif un peu. Donc on va vous introduire un peu le début de notre histoire avec le projet Empower que va exposer Pierre. Il y a tout le travail autour de Libéracis, ce que présentent les Lucioles aussi et les Lucioles de la Riadetel, donc une initiative citoyenne. Le projet Be My Home Smart de Grégory. Et puis on parlera aussi de la suite parce qu'il y a des fortes suites possibles. Et ça peut être bien qu'on en débatte ensemble. Donc par rapport à ce dont je vous parlais, donc ALON c'est une association à but non lucratif. On est 40 agences françaises et notre slogan c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et nouvellement on dit beaucoup aussi, on fait pas pour, on fait avec. Donc vraiment collaboratif, c'est un peu notre esprit. Donc la ville de Lorient. Lorient, c'est une ville. Voilà. Avec des gens dedans. Donc moi je suis responsable du service environnement. Et je vais faire dérouler pour vous montrer un peu. Ah bah non. On faisait juste la présentation. Ouais, Libéracis, on l'a déjà dit, hein, c'est Gauthier ici présent. Les Lucioles de la Riadetel et les Lucioles Énergie, voilà, c'est David qui les représente ce soir. Be My Home Smart, c'est Grégory. Et voilà, on forme ce petit groupe tout bien connecté comme sur l'image là. C'est cool. Donc Empower, tu veux nous en parler? Allez, je vous parle d'Empower. Donc, je reviens sur les activités de la ville de Lorient. En fait, donc, je m'occupe du service environnement qui a globalement une mission, c'est de payer les factures d'énergie de la ville. Et donc, on essaye d'en payer le moins possible. Et pour en payer le moins possible, on se dit que c'est pas mal de développer des énergies renouvelables, et puis ça a des petites incidences connexes sur l'avenir de la planète, donc c'est pas mal aussi. Et donc, on travaille notamment sur donc les panneaux solaires, donc on a plein de gens de bec. Là, vous voyez une petite photo avec la première installation solaire citoyenne sur le toit de la mairie de la ville de Lorient. Là, vous avez à Chaufferie-Bois, on a une régie, on s'occupe, on exploite nous-mêmes en régie nos chaufferies-bois et on est en train d'étendre ça. Et puis vous avez aussi l'installation par exemple de panneaux solaires thermiques sur une école qui ont été fabriqués à Pleumeur chez Ezeo, pour ceux qui connaissent Samuel Lebert.
donc fabriqués par les agents posés. Donc on essaye d'être dans une démarche d'autonomie énergétique, de développement des énergies renouvelables. Et on a des élus qui sont assez motivés par l'affaire parce qu'ils ont donné comme objectif à la ville de Lorient d'avoir tout son patrimoine, ses bâtiments, son éclairage public, tout approvisionné par des énergies renouvelables à 50% en 2020. Donc voilà, la moitié de l'énergie que consomme la ville de Lorient en 2020, ça doit être de l'énergie renouvelable. Donc ça veut dire pas mal de chaufferie bois et ça veut dire beaucoup de panneaux solaires et notamment du panneau solaire photovoltaïque en autoconsommation. Donc il me semble que ce graphe-là, c'est toi qui en es responsable. C'est pas un des premiers qui avait été. Aujourd'hui, c'est combien l'énergie renouvelable? Sur la ville de Lorient, on a dépassé les 20%, ouais, sur tout le patrimoine. Avec en chaleur, on est plutôt du côté des 30-35% au bois. On va dépasser les 40 en 2019 et puis il faut qu'on mette un petit coup pour aller aux 50. Et puis sur le photovoltaïque, en fait, sur l'électricité, on achète depuis pas mal d'années une partie de notre électricité chez Enercop. On a été une des premières collectivités à lancer des marchés chez Enercop et dans le prochain marché, on va faire un gros saut pour acheter beaucoup d'électricité chez Enercop. On va baisser les consommations de l'éclairage public de façon un peu significative. Et puis, on veut développer l'autoconsommation photovoltaïque pour arriver en 2020 à ce que 10% de l'électricité des bâtiments de la ville de Lorient soit produite par les bâtiments de la ville de Lorient, de tous les bâtiments. Donc 10%, ça fait quelque chose comme 500 MWh par an de production photovoltaïque en autoconsommation. Pour ceux à qui ça parle, des mégawattheures. Et donc, justement, on a commencé à lancer nos suivis de consommation d'électricité parce qu'on s'est mis à faire des panneaux solaires en autoconsommation. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Et donc, l'autoconsommation, pour tous ceux à qui ça parle pas forcément, voilà, on voit rien. Donc, c'est des panneaux solaires qu'on met derrière le compteur. C'est comme si on branchait un groupe électrogène à l'intérieur de la maison, globalement. Et la maison ou le bâtiment va consommer l'électricité fabriquée par les panneaux solaires. Il n'y a pas de vente, l'électricité est consommée, donc on achète un groupe électrogène, et puis ensuite on consomme l'électricité par le groupe électrogène, et le réseau électrique nous apporte ce qui manque. Donc c'est très intéressant, notamment parce qu'aujourd'hui les prix des panneaux solaires sont tellement bas que ça coûte moins cher de produire une partie de l'électricité que de la revendre. Donc surtout quand on achète de l'électricité chez Enercop par exemple, qui est un chouïa plus cher, mais donc ça rentabilise encore plus les panneaux solaires photovoltaïques. Mais il y a un problème, c'est qu'il faut savoir quelle est la consommation du bâtiment dans la journée, exactement, minute par minute, peut-être pas minute par minute, mais au moins 10 minutes par 10 minutes, pour que les panneaux soient bien dimensionnés, produisent pas trop par rapport à ce qui devrait, à la consommation du bâtiment. Et donc, à partir de 2013, on a eu cette réflexion sur l'autoconsommation et on a mis en place une première centrale en autoconsommation un peu costaud sur une école qui s'appelle Carmelo en 2015. Et donc, dans le cadre de cette mise en place de la centrale, on avait des sortes de petits outils qui nous transformaient, qui permettaient de mesurer les consommations d'électricité avec les compteurs électriques et qui nous donnaient des tableaux Excel abominables. Puis on a appelé ce monsieur en lui disant on aimerait bien quand même un truc un peu plus bien fichu où on puisse regarder ce qui se passe, zoomer, dézoomer. Puis ce monsieur nous a dit oui, en fait il y a plein de gens qui savent faire ça, il y a des briques libres, on peut faire des trucs extrêmement intéressants. Et donc on peut avoir, alors pareil on voit rien. C'est très dommage. On peut avoir du coup, s'il y a peut-être, vous voyez peut-être mieux derrière, pour ceux qui. Là, vous avez la courbe de consommation avant la pose de panneaux solaires en haut, et en bas vous avez la courbe de consommation du bâtiment après la pose de panneaux solaires. En fait, on fait rentrer un groupe électrogène à l'intérieur du bâtiment. Et ce qui est très intéressant pour un bâtiment, c'est que, notamment là c'est une école, et une école ça consomme de l'électricité quand on fait la cantine, donc ça consomme de l'électricité à midi quand il y a du soleil. Donc on peut avoir comme ça une très bonne idée de comment dimensionner la centrale, pas la faire trop grosse, pas la faire trop petite, la faire juste ce qu'il faut pour qu'elle produise ni trop ni trop peu.
Et donc, ça nous a beaucoup intéressé cette approche, et on a eu une grosse opportunité qui est le projet donc Empower, alors qui vient de Interreg Europe. Interreg Europe, c'est les fonds de coopération interrégionale, ce qu'on appelle le FEDER ou le ERDF en langage européen. C'est des fonds qui sont chargés de faire collaborer les différentes régions de l'Europe ensemble, avec un certain nombre de priorités qui sont définies par l'Europe. On ne veut pas demander des sous pour n'importe quoi, et notamment la transition énergétique et la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est une des priorités. Donc il y a tout un mécanisme assez compliqué pour postuler à ces projets. Il faut être un certain nombre, il faut être de toute l'Europe, il ne faut pas être juste 3 en France et puis dire qu'on prend les sous. Donc il faut que toutes les zones, il y a 4 zones, nord, sud, est, ouest, qui sont définies. Il faut que les gens viennent des 3 zones. Et puis globalement, une fois qu'on réussit à postuler à ce type de projet, on a pas mal de sous, parce que le projet Interreg Empower, c'est quasiment 2 millions d'euros pendant 5 ans. Donc la ville de Lorient récupère sur ce projet presque plus de 200 000 euros pendant 5 ans pour développer. Le but de ce projet, c'est de développer du suivi de consommation d'énergie. Et nous, voilà. Donc ça, c'est les partenaires. Donc voilà, il y a donc des Lorientais, des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Slovènes, c'est eux les chefs, des Polonais, des Allemands et des Suédois. Et donc on est supervisé par un bureau d'études anglais qui nous fait tout le secrétariat, et qui vérifie qu'on envoie bien les papiers au bon moment à l'Europe pour dire qu'on a bien travaillé. Et donc, le projet Empower, il parle de suivi de consommation. Donc on fait 4 choses. On analyse déjà ce que chacun fait. Et nous, quand on est rentré dans le projet, on a dit, nous, on veut bien suivre les consommations, on veut bien avoir des sous de l'Europe pour continuer à développer notre suivi de consommation, mais on veut le faire qu'avec du logiciel libre. On l'a marqué dans le formulaire. L'Europe a dit, ah ouais, super, donc on était contents. Donc identifier les bonnes pratiques, les étudier, regarder, donc on fait venir des gens, on va chez les autres, on regarde ce qui se passe, des choses assez intéressantes. Donc développer des systèmes rentables, alors ça veut dire que développer des systèmes de suivi des consommations qui ne coûtent pas plus cher que les consommations qu'on a suivies, quoi. Si ça coûte 500 euros pour trouver qu'on a dépassé 30 euros, qu'on a dépensé 30 euros de trop, c'est pas très intéressant. Et puis renforcer les capacités de toutes les autorités publiques, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille expliquer aux gens qui distribuent l'argent du FEDER, donc pour nous c'est la région, les résultats de notre projet, puis qu'on leur explique comment ils peuvent améliorer la distribution de l'argent de l'Europe. En disant, si vous voulez donner de l'argent pour suivre des consommations, vu qu'on a fait un projet et qu'on commence à s'y connaître, on vous propose de faire ça, ça et ça. Donc voilà un peu l'idée de ces projets européens. Et donc, dans le cadre d'Empower, on a lancé des appels d'offres. Donc, c'est ce monsieur qui a été attributaire d'un certain nombre de lots. Et donc, il y a une amélioration, une évolution des systèmes qui vous seront présentés. Et donc, là, vous voyez, par exemple, on a en parallèle le suivi de production du panneau solaire de cette école de Carmelo et la consommation de l'école sur le réseau. Il y a des moments où c'est zéro, parce qu'il y a des moments où l'école est autosuffisante. Voilà, donc le matin, il n'y a pas de soleil et les instituts se font du café, mais le midi, à part ça, ça va, quoi. L'Europe nous dit aussi, mettez en place un groupe de travail local. Donc là, on est très contents, c'est pour ça qu'on a fait signer un petit papier, parce que ce soir, voilà, l'Europe sera heureuse de voir que on diffuse, on partage les bonnes pratiques, on échange. Et donc, il faut aussi qu'on fasse ce transfert de bonnes pratiques à la région Bretagne. Et donc, voilà, juste pour faire la transition, c'est une visite d'études à Libéracis où il y a des Suédois, des Irlandais, des Allemands, des Italiens, et donc on a tous appris à programmer un thermomètre. Mais un thermomètre un peu particulier. Et, je vais laisser, sauf si vous avez des questions, mais je vais laisser à Gauthier la suite. Question, pas question. Ouais. Quel budget pour mettre des panneaux photovoltaïques sur une école comme ça alors, globalement, on dit quand c'est en dessous de 2 euros du watt-crête, c'est bien. Est-ce que ça vous donne Donc, pareil, pour faire des super règles de 3, des trucs, il faut un logiciel pour dimensionner, mais vous prenez la consommation de votre bâtiment, vous la divisez par 4 à peu près, c'est vraiment empirique au pifomètre. Donc si vous avez un bâtiment par exemple qui consomme 100 MWh par an,
vous savez que globalement, il y a une possibilité de produire quelque chose comme 25 MWh par an en panneaux solaires. C'est grossièrement. Il y a la surface du toit. Ouais, mais même si on fait plus, en fait, on va se retrouver avec des panneaux qui vont surproduire l'été, et qui vont, voilà, c'est lié à la fois. Effectivement, si vous avez un toit tout petit, si vous avez une pyramide par exemple, c'est peut-être pas, ça marchera pas. Si vous avez un bâtiment standard de 1 à 2 étages, on a largement la place pour mettre un quart des consommations du bâtiment. Il y a, du coup, sans aller trop loin, il y a un quart de production, mais il y a l'amortissement des panneaux. Ouais, c'est ça. Donc après, l'idée, un quart des. Donc par exemple, un bâtiment qui fait 100 MWh, ça vous fait 25 MWh de production par an. 25 MWh, c'est 25 kW crête. 25 kW crête, c'est 50 000 euros. Parce que c'est 2 euros du watt crête. Et en dessous de ça, en fait, en dessous de 50 000 euros, c'est super bien. Il commence à y avoir des installations maintenant à 1,50 € du watt crête, et là c'est intéressant. Quand on tombe sous les 2 euros du watt crête, globalement on peut se dire qu'on est, compétitif par rapport à une ERCOP. Voilà, en TTC. Quand on est une entreprise et qu'on paye l'électricité hors taxe, il faut encore. Mais voilà très grossièrement pour faire un calcul hyper rapide avant d'avoir les ombres et tout ça, c'est à peu près là. Et donc nous on travaille avec Bec qui nous loue des panneaux solaires, c'est-à-dire que la ville n'est pas propriétaire des panneaux solaires. On verse un loyer tous les mois et on essaye que le loyer soit un peu moins cher que le prix qu'on aurait payé en électricité si on n'avait pas mis de panneaux solaires, et on essaye que ça rembourse un peu quand même les panneaux solaires avec, quoi. Voilà, que tout le monde s'y retrouve. Et jusqu'à présent ça marche. Voilà. La ville n'est pas propriétaire de son moyen de production. De certains moyens de production. En fait, il y a certains panneaux, c'est des panneaux citoyens qui appartiennent aux citoyens. Ok, d'accord. Et donc on a 3 centrales comme ça, on a une 4e qui va sortir. Ok, c'est des projets collaboratifs. C'est des projets collaboratifs, et qui sont même, le dernier a été posé par les citoyens, une partie des citoyens, et par les apprentis du CFA. Donc il y a du très très collaboratif. Mais il y a d'autres centrales, on en a une très grosse, on l'a achetée de bout en bout, quoi. J'entends beaucoup parler. Ouais. Tu disais 500 MWh de consommation, de consommation électrique sur la ville de Lorient, rien qu'en éclairage. Non. La ville, en fait, les bâtiments de la ville de Lorient consomment à peu près 6 GWh par an. Ah, 6 GWh. Les bâtiments de la ville consomment 6 GWh. Oui. On essaye d'atteindre 5 GWh en 2020 en baissant des consos, mais à chaque fois ils nous rajoutent des fontaines. Mais bref, on essaye quand même de baisser les consos. Et donc on va arriver, si dans un scénario très optimiste, à 5 GWh par an. Et si on veut être à 10% d'autosuffisance, il faut qu'on ait des panneaux qui produisent 500 MWh par an. 500 MWh par an, c'est 500 kW crête. C'est 1 million d'euros de panneaux. Voilà. Voilà. Quand on refait le calcul dans l'autre sens. Ouais. C'est loin d'être inatteignable. Non, c'est facile en fait. On est parti de 1% en 2013 et on y sera au 10%, mais sans difficulté. Sans difficulté. En 4-5 ans, on peut passer de quasiment rien à 10% d'autoconsommation. Donc maintenant, la prochaine étape, ça veut dire comment on fait les 20, comment on fait les 30. Et peut-être, voilà. Du coup, tu t'en vas après, c'est ça ? Je vais partir à un moment parce que c'est la fête de l'école, donc il va falloir que. Donc si vous avez des questions, il faut les poser maintenant ou vous taire à jamais. C'est. Du coup. Sauf s'il y a d'autres questions. Là, tu t'as vraiment axé sur l'autoconso parce qu'en fait, c'est le modèle qui te paraît le plus facile à mettre en œuvre, ou un bâtiment qui a un potentiel, on va dire, 5 ou 6 fois supérieur à sa production, est-ce que vous interdisez le fait de dire ce serait bien on s'interdit pas de vendre, sauf que en fait, de notre point de vue, pareil, et là c'est vraiment pas, on prétend à aucune expertise là-dessus, mais les règles changent tous les 6 mois, c'est insupportable, donc on a dit, comme les règles d'achat, le tarif, le machin, le seuil, est-ce que c'est 9 kW crête, est-ce que c'est 100, est-ce que... le temps qu'on monte le projet, la règle elle a déjà changé 3 fois, donc on dit en fait les règles on va se les faire tout seul et on va s'auto-définir notre prix auquel on trouve que l'électricité est intéressante, et puis on va partir sur l'autoconso. Parce que l'autoconso nous permet de sortir des projets sans être embêté par personne. Bon, mais moi j'aimerais bien faire une magnifique gigantesque centrale, il faudrait vendre l'électricité, donc là voilà, c'est du boulot, mais
Donc, très vous bridez quand même les installations par rapport aux dimensions non, du toit sur les bâtiments? non, parce que en fait, sur un toit, sur n'importe quel bâtiment, à partir du moment où tu as plus qu'un étage dans le bâtiment, tu peux exploiter tout le toit, tu réussiras pas, si tu as un bâtiment tertiaire, tu réussiras pas à couvrir les consos. Ouais, donc en fait, c'est un cas concret, quoi. C'est-à-dire que même si vous vouliez, les 3 quarts du temps, vous utilisez quand même toute la conso des bâtiments. Enfin, Oui, tout le potentiel. Ouais. On dit jamais, oulala, on va en mettre un peu moins parce que non, parce que ça n'arrive pas en fait. Et pendant les vacances scolaires, comment vous faites? Bah, il y a des, en fait, il y a des, alors ça part au réseau, et puis souvent il y a des choses qui se passent dans les écoles pendant les vacances scolaires. Il y a des petits centres de loisirs, il y a des assos qui continuent à venir quand on a des, pareil. Alors ça c'est aussi des logiques patrimoniales. Il faut que les écoles soient utilisées l'été. Voilà, faut optimiser, pas les fermer. Voilà. Et les dimanches, parce que bah voilà, le dimanche, c'est ça, bah, le dimanche assez souvent. Alors, il y a toujours dans tous les bâtiments ce qu'on appelle un talon de consommation. Quoi qu'il arrive, on aura des pompes qui tourneront, des machins, donc il y a ça. On a un petit projet avec notamment le monsieur qui est là de se dire est-ce qu'on ne chargerait pas des ballons d'eau chaude électrique avec la surproduction dont on pourrait se servir un peu plus tard. Et en termes donc là, pareil, c'est avec les Raspberry qui va vous présenter tout ça, on peut imaginer des choses qui savent que les panneaux surproduisent et puis disent, bah tiens, plouc, je déclenche un cumulus électrique. Par contre, il y a quelque chose que tu as dit qui était intéressant, c'est que de toute façon, l'énergie, même si elle est produite, elle n'est pas perdue, elle va sur le réseau. Oui, elle oui. est juste pas vendue. Il y a même, en il y a étant même un peu, on commence même à réfléchir à créer des sociétés qui rachèterait l'électricité qui est produite en surplus et qui pourrait les mettre à disposition à tarif très raisonnable à des personnes qui ont des problèmes de précarité énergétique. Il pourrait y avoir une sorte de service public de l'électricité pas chère basé sur la surproduction des panneaux solaires. Aujourd'hui, il y a hein ouais, mais on a les moyens techniques de le faire. Hein avec des bah, par exemple, il y a d'autres trucs. Hein. Il y a une ancienne de la Creux, donc Sandra Edoumania, qui a monté une boîte avec, subventionnée par l'ADEME, qui réfléchit à ça aussi. Sur créer en fait. Alors c'est pas tout à fait avec du blockchain, mais ouais, c'est un système où elle devient une sorte de fournisseur virtuel d'électricité qui s'auto-rachète l'électricité en surplus produite par ses membres. Donc, mais comment c'est possible? En fait, faut compter l'électricité qui sort et puis déclarer qu'on est une sorte d'Enercop ou de machin cop et de dire voilà, c'est l'électricité, c'est mes membres qui me l'ont cédé. C'est le mécanisme d'autoconsommation collective. Ouais, mais et du coup, c'est Enedis qui compte ce qui sort de ton compteur ou qui rentre. Et puis après, c'est. Mais c'est pas de l'autoconsommation collective au sens tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est de l'autoconsommation collective nationale. Oui, du coup, ça utilise la blockchain. Pas forcément. Non, ça peut être aussi un mécanisme de marché centralisé, quoi. Il n'y a pas de. C'est encore très embryonnaire, mais un jour, quand on va être en abondance, qu'on aura trop d'électricité, machin, on se dira bah tiens, c'est vrai que le week-end, je pourrais baisser les factures des gens qui sont autour en disant que l'électricité de l'école, elle va dans les bâtiments qui sont à côté, quoi. Attends, si techniquement c'est possible, alors pourquoi il nous fait chier à avoir des prix de raccordement Bah, bon. Peut-être qu'il y a des grosses centrales qu'il faut amortir. Tu passes la frontière, le problème est complètement différent autrement. Donc ça, c'est une décision politique d'élève, c'est tout. Ouais, mais il y a quand même des problématiques techniques quand même derrière de renvoyer trop d'électricité. Non, il n'y en a pas. Parce que quand même, là, je vois des tarifs de coût de rachat, mais c'est de coût de raccordement, c'est payant. Ça peut aller de 1 500 à 10 000 euros. Et on paye 400 € de caution, quel que soit le projet. Et ils nous interdisent de récupérer cet argent si ça ne dépasse pas 0,4 centimes d'euros le kilowattheure. Moi, je suis très. C'est effarant. C'est eux qui fixent les règles. C'est pour ça que. Ils financent le transformateur qui est derrière, qu'il va falloir changer parce qu'ils n'ont pas prévu depuis 25 ans de. Non, parce que. C'est ce qu'on nous dit en fait. Non, mais en plus, c'est pas vrai parce que quand on commence à travailler un peu avec les gens d'Enedis, ils nous expliquent que leur logiciel, il sait même pas gérer le fait qu'il y ait de la production. Pour eux, des panneaux solaires, c'est en fait une entité de consommation. Et si on met plein de panneaux solaires, ils disent on va devoir augmenter le transformateur. C'est vraiment, on en est là. Donc, bon.
Mais donc il faut vraiment travailler avec des gens qui sont issus, qui connaissent. C'est pour ça que la personne dont je vous parlais, la Sandrine Oumania, est assez intéressante parce que c'est une ancienne de la commission de régulation de l'énergie. Donc elle a les codes, elle sait comment ça marche, elle est extrêmement intéressée pour faire avancer et elle est sur une logique d'autonomie énergétique. Mais de toute façon, avec ce qu'on va présenter là, avec la connaissance sur les consommations, avec la connaissance sur la production, le sens de l'histoire, c'est qu'on va sur une plus grande autonomie énergétique des territoires, et que le jour où on va s'en apercevoir en masse, il y a vraiment un modèle économique descendant qui va être très très embêté. Donc voilà. Et qui le sait sans doute déjà qu'il est très très embêté. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que nous on part sur de l'autoconso, il n'y a personne qui nous demande rien. Et donc on monte notre modèle économique autour de ça. Vous avez une question, non? Oui, j'ai perdu. T'as perdu ta question. Oui, si c'était sur l'implication des populations, je pensais que l'intérêt d'avoir des micro-productions à droite à gauche, je pense qu'au niveau local, ça implique. Ouais, ce qui implique bien. Sur les exemples que tu as donnés tout à l'heure d'installation et autres, je pense que c'est un élément qui est fondamental dans l'histoire. Moi, je trouve que on s'y met, c'est une réussite extraordinaire parce qu'il y a une réappropriation de l'énergie. Il y a encore des choses à faire, c'est-à-dire qu'on donne quand même accès à cette réappropriation aux gens qui ont un peu d'argent. Donc il faut que ça commence par ces gens-là, mais il faut qu'on réussisse à entraîner encore plus de monde là-dedans, quoi. Mais il y a un truc, les gens sont vraiment avides, ils veulent redécouvrir ça, vous n'avez pas de souci pour trouver des actionnaires, pas trop, plutôt l'inverse. Donc il y a vraiment cette volonté, et le fait qu'on les mette sur les écoles, les parents, c'est vrai que ça fait assez souvent tilt aussi, quoi. Donc il y a toute la formation après, parce qu'on fait des animations dans les écoles, et tout ça, et donc on explique, on montre aux enfants, et ça marche super bien, les enfants ils comprennent très très bien l'autoconsommation, ils pichent tout de suite, quoi. Parce qu'on leur fait faire des diagrammes, et on leur fait faire la production des panneaux solaires. Donc je ne sais plus quel âge ils ont, c'est CM1, CM2. Donc on fait le diagramme de la production des panneaux solaires, et après on essaie de leur faire, mais vraiment on est en retrait, on est juste pour les guider, mais pas leur donner les clés pour qu'ils découvrent eux-mêmes. Et on voit après quand ils ont fait leur diagramme de consommation, alors on a un cas d'école, un cas on prend 2-3 cas comme ça d'un magasin, et ils voient la courbe qui correspond à la production des panneaux, et ils mettent les deux, et ah bah oui, on a compris, on produit pendant qu'on consomme, ou on consomme pendant qu'on produit. Et pour eux, ça paraît, c'est logique, quoi. Et ça, c'est génial, quoi, de faire ça compréhension. Une toute dernière question, puis après on va laisser Pierre aller à la fête de l'école, justement. Il va pas voir le spectacle de ses enfants, et ça, c'est moche. C'est essentiellement des toitures plates que vous faites, ou vous avez aussi des toitures en intégration? Non, on a fait de l'intégration. On a fait de l'intégration. Avec les techniciens de la commune? Non, alors toiture plate, on peut le faire à la bonne franquette, quoi. Et puis en intégration, c'est des entreprises qui font le boulot. Pourquoi l'intégration? Quand on a des... Oui, en surimposition, en fait. Voilà, c'est surimposition. On essaye de... Le moins cher possible, et le plus simple. Après, des fois, on fait intégration s'il y a un architecte qui dit que c'est moche. On est d'accord avec l'architecte. J'en profite quand tu t'éclipses. Si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser à Pierre ou à d'autres personnes au cours de la conférence, j'ai mis des petites post-it bleues ici. Et si vous avez des savoirs ou des connaissances que vous voulez nous apporter, j'ai des petits post-it verts. Donc voilà. Donc ça, vous les affichez par là-bas après si vous voulez en parler librement à tout le monde. Soit sinon, vous pouvez vous les glisser dans la boîte à idées et boîte à questions ici devant. Donc je vous laisse les faire passer. Et on va pouvoir écouter Gauthier. On vous représente. Continuation. Merci. Donc je vais poursuivre sur le projet que j'ai monté avec la ville de Lorient. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails techniques, donc n'hésitez pas à me poser les questions après la présentation. De toute façon, on va rester un petit peu dans le coin, donc vous aurez l'occasion de me voir.
Ma société, c'est conseil, expertise et solutions clés en main pour l'informatique, pour les professionnels, les associations et les administrations, le maximum à base de logiciels libres. La genèse du projet, donc Pierre vous l'a expliqué. Moi, l'idée, c'était d'assembler des briques en logiciel libre plutôt que de développer, c'est-à-dire prendre des choses qui sont sur étagère et les assembler pour réaliser le besoin. Pourquoi? Pour que ça coûte moins cher, pour aller plus loin, pour aller plus vite et pour aller mieux. Dans le sens où j'ai pris un produit qui a 10 ans d'expérience, donc des bugs, il n'y en a quasiment plus. L'idée, c'était aussi d'avoir quelque chose d'industrialisable. C'est-à-dire que voilà, on a une petite boîte qui se connecte à un compteur, oui, sauf que des bâtiments, il y en a 100 à l'heure. Donc il faut pouvoir gérer la quantité et l'administration et la gestion de tout ça. Donc j'ai mis en place une infrastructure qu'on a du mal à voir, mais en gros, donc j'ai remis une petite démo. D'habitude, il n'y a pas la batterie. En fait. D'habitude, ça se branche sur secteur. Globalement, on a ici une Raspberry Pi, que beaucoup de gens connaissent. C'est une plateforme sur laquelle on peut développer facilement sous Linux, sur laquelle est branchée une clé 3G et une sonde de température. Donc, par exemple, là, à l'école de Carmelo, dont parlait Pierre, on a branché ça sur un compteur électrique. Donc, ça nous permet d'accéder à des mesures physiques, soit envoyées directement par des compteurs, soit on branche des sondes directement sur la Raspberry Pi, soit via des interfaces, par exemple des Arduino. Donc on peut choisir un large spectre de capteurs du moment qu'on peut les interfacer, et comme on est en logiciel libre, on peut faire à peu près ce qu'on veut et interfacer tout ce qu'on veut. Juste en dessous, donc on a les capteurs tout en haut, juste en dessous l'Arduino, le Raspberry Pi, et juste en dessous, donc là on est au niveau de la petite terre, c'est-à-dire que le Raspberry Pi va communiquer avec Internet pour remonter les informations des capteurs sur un serveur central. Donc des serveurs centraux, on en a deux. On en a un pour stocker les informations et on en a un pour gérer tous les agrégateurs qui sont les Raspberry Pi en fait. Alors niveau réseau, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que je peux utiliser une clé 3G, un accès à Internet ADSL ou ce qu'on veut. En fait, il n'y a pas de souci dans le sens où la communication entre les agrégateurs, les Raspberry Pi et les serveurs sont chiffrés. Il y a des tunnels qui sont montés de manière automatique avec des clés de chiffrement qui sont générées et qui sont uniques par nœud d'agrégation. Ensuite, voilà ce que ça peut donner. Donc, je vais essayer de vous le faire en live. Normalement, il doit encore y avoir l'URL qui est là. Donc ça, c'est l'exemple de panneau que j'ai fait pour l'école de Carmelo, qui tournait jusqu'à ce matin. Et depuis aujourd'hui, la ville de Lorient a son propre serveur. Avant, il était hébergé sur mes infrastructures. Mais comme c'est du logiciel libre, il n'y a pas de licence, on peut vite l'héberger chez le client. Et c'est ce que Lorient a voulu, avoir sa propre infrastructure. Donc je les ai aidés à faire cette migration-là. Du coup, là, on a les données jusqu'à ce matin. Donc là, par exemple, on voit sur ce système-là, on voit ou pas même, on va dire qu'on voit. Donc là, on voit à gauche la consommation moyenne sur une minute que nous renvoie le compteur EDF. Ici, on a la production instantanée. Et ici, on a 3 onduleurs, 3 parcs en fait, photovoltaïques sur le site. Et ici, on a le calcul de la somme, tout simplement. On a des petits calculs et des petits graphes aussi jolis. On peut calculer des choses sur, par exemple, la consommation du jour, la consommation de la semaine, la consommation du mois. Et on peut aller jusqu'à des choses très précises pour vraiment les notions énergétiques, pour l'énergie efficace, active, réactive. Donc ça, c'est vraiment des notions plus électriques. Ça définit l'efficacité de l'utilisation de l'énergie en gros. Donc là on a vu par exemple sur une journée ce que ça donne. Par contre on peut regarder sur 3 mois parce que le système il fait un historique, donc on peut voir les données depuis qu'elles ont été enregistrées sur le serveur. Donc en 3 mois ça donne ça, hein. Tous les jours on a des petits pics de production et puis on a la consommation qui va avec. Si on regarde sur la totalité des données, on va vraiment dézoomer là. Là, on est vraiment dézoomé à fond. Donc, on voit par exemple sur ce graphique-là les consommations heure pleine été, heure pleine hiver, heure creuse été, heure creuse hiver. Donc là, on voit que ça augmente progressivement. On peut voir aussi la consommation, par exemple hebdomadaire ou mensuelle, delta à la semaine qui est là. Delta horaire, ça n'a pas de sens de le voir à ce niveau de zoom là. Après, on va juste rezoomer un petit peu, on va passer à 1 mois. Donc là, on voit les journées. On voit aussi soit les périodes là où il y a eu des nuages concrètement, où il n'a pas fait beau. Hein. Et puis sur la consommation, on peut voir éventuellement aussi quand il y a des vacances. Parce
parce qu'il y a moins de consommation. Et si on va par exemple sur une semaine complète, bah là voilà, on a vu ces 3 jours-là, il n'a pas fait beau. Et si on va sur un jour où il a fait beau concrètement, et ben on voit que là la production elle a quasiment annulé le pic qui est autour de l'heure de midi. Petite démo aussi, si ça marche, parce que j'ai dû changer des choses tout à l'heure pour passer le réseau d'ici. Donc là, je vous ai présenté tout à l'heure le boîtier. Concrètement, il est mis sur une batterie, donc il est autonome là. On pourrait brancher un panneau solaire dessus pour l'alimenter et qu'il soit vraiment autonome. On peut le brancher par exemple sur un compteur d'eau municipal quelque part pour voir les débits d'eau et voir s'il y a des fuites par exemple avec des algorithmes de détection. Le son de température, je la mets dans ma main. Ici sur ce panneau là, on voit toutes les valeurs qui sont renvoyées par le Raspberry Pi, donc le nœud d'agrégation. J'arrive pas à scroller. Ouais, t'inquiète pas, je vais revenir juste après. Là, je veux juste regarder le graphique de température. Et voilà. Donc là, on est très dézoomé, je vais zoomer beaucoup. Et voilà ce que ça peut donner. Normalement, si on rafraîchit, au bout d'un moment, on va avoir la température qui va augmenter. Sauf que comme c'est une démo, ça marche jamais. Il fait déjà 30 degrés, donc... Ouais, on a assez chaud. Pendant ce temps-là, tu voulais revenir sur les données. En fait, là, il n'y en a qu'une qui est intéressante. Ce que je vous ai pas dit, c'est que concrètement, les briques que j'assemble, au départ, elles ne sont pas faites pour ce qu'on en fait là. Là, typiquement, le logiciel qui permet de centraliser les informations, c'est un outil de supervision des systèmes d'information. Donc, concrètement, pour monitorer tous les équipements informatiques. Moi, je l'ai détourné pour monitorer n'importe quel type de capteur, dont des panneaux solaires et des compteurs EDF. Donc là, moi, j'ai laissé les modèles par défaut qui monitorent tout le comportement du système des agrégateurs. Donc on a les ressources concrètement, le processeur, la mémoire, le réseau. Et là, en fait, il n'y a qu'une donnée qui est intéressante, c'est celle-là. Mais on n'est pas obligé d'avoir un retour sur le système. On peut très bien le couper si on veut. Alors, la démo, est-ce qu'elle fonctionne? Je ne sais pas. Ah, voilà, on l'a vu arriver. Donc ça, c'est le graphe de la température d'ici. Et je prends un point de mesure toutes les 5 secondes. Après, la durée entre 2 points de mesure est tout à fait réglable. La durée d'historique aussi, parce que plus on prend de données sur longtemps, plus ça prend de taille sur un disque quelque part. Donc à un moment, il faut faire des choix aussi. La clé 3G, ça fait partie des derniers développements que j'ai fait pour la ville. Il y a aussi le fait que normalement, si on fait ça, c'est-à-dire quand on a une coupure réseau, en fait, ici, le boîtier il va enregistrer les données pendant une semaine. Donc quand on remet le réseau en moins d'une semaine, on ne perd aucune donnée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ça consomme combien Alors là, l'ensemble qui est là avec la clé 3G, ça consomme 2 watts. Donc sur une batterie de 7 ampères, ça dure à peu près 30 heures. Si on veut être prudent, on dit 15 heures. Donc il faut mettre une plus grosse batterie si on veut une durée de 24 heures, ou ça dépend du panneau solaire qu'on met derrière. Donc on verra ça si ça remarche tout à l'heure, à la fin de la présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est pas mal pour une première session. N'hésitez pas à me poser des questions maintenant d'ordre général ou plus tard d'ordre technique. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Alors les logiciels sont libres, mais après l'installation du système, ça a quel coût? Alors, vous avez dit les lucioles. Les logiciels, pardon. On est bien juste après les lucioles. Aussi, j'ai entendu. Alors, on va le nommer le logiciel. Le logiciel, depuis aujourd'hui, a un nom, il s'appelle Log and Act. Ça veut dire loguer et agir. Concrètement, l'idée, c'est d'avoir des logs et de pouvoir agir derrière. Soit soi-même, par exemple, comme la ville de Lorient a vu qu'un talent de consommation était important, ils ont analysé un peu la chose, ils l'ont vu sur les graphes en fait, de mon système, et ils ont été voir qu'est-ce qui pouvait causer ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que les ballons de chauffage de l'eau chaude du bâtiment, ils fonctionnaient à partir de 22 h, à partir du tarif de nuit. Sauf que jusqu'à ce qu'on commence à les utiliser, ils consomment pour maintenir leur propre température. Donc ils se sont dit on va les démarrer peut-être à 5 h du matin et puis on va voir ce qui se passe. Et puis ça a très bien marché, du coup ils ont déjà économisé comme ça. Ça c'est un exemple. Après on commence à imaginer, comme Pierre le disait tout à l'heure, des systèmes automatiques, soit autonomes dans le sens où à Carmelo, la Raspberry Pi connaît la consommation, enfin ce qui est compté au niveau du compteur. Et c'est ce qui est généré par les panneaux photovoltaïques. Donc elle pourrait se dire, oui, je sais que là je produis trop, parce que concrètement le compteur il voit 0 en fait. Et du coup là je démarre mon chauffe-eau.
Et donc là, en fait, je démarre quelque chose qui va consommer du panneau photovoltaïque plutôt que de consommer de l'EDF plus tard. Et après, on a aussi l'autre étape, sur un projet d'autoconsommation collective comme les Lucioles peuvent faire, où on imagine par exemple 10 maisons ou 10 professionnels, ils ont chacun des panneaux photovoltaïques sur leur toit, toutes les données sont renvoyées à un serveur, le serveur il dit à un moment, voilà, sur le collectif, là on produit trop, on va commencer à allumer des appareils qu'on peut allumer quand on veut, comme je sais pas, des machines à laver chez les particuliers ou des ballons d'eau chaude chez les pros, parce que c'est des gros ballons. Et puis on va faire le même principe, mais d'une manière collective, pour plus d'intelligence et plus d'optimisation du réseau. Et là, en fait, on commence à rentrer dans le principe de Smart Grid. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Ma question, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors, eh bien, le logiciel libre n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'on peut le télécharger, on peut l'exécuter, on peut le modifier, on peut le redistribuer. Par contre, soit vous le faites vous-même, ça veut dire que vous avez les compétences, vous allez les acquérir pour pouvoir installer le logiciel, le maintenir et dans le temps. Soit vous allez faire intervenir une société comme la mienne ou quelqu'un que vous connaissez pour le faire. Donc c'est en ça que ce n'est pas gratuit déjà pour l'utilisation du logiciel libre. Après, un logiciel libre, c'est comme tout logiciel. Il faut mettre à jour, corriger des bugs, corriger des failles de sécurité, ajouter des fonctionnalités, refaire le design de temps en temps. Ça, le modèle standard, c'est les licences qui le payent. Donc tous les ans ou une fois pour chaque grosse version du logiciel, on paye. Et ça sert aussi à la société à améliorer le logiciel. Au niveau du logiciel libre, on a plusieurs méthodes pour financer ça. Moi, ce que j'ai fait avec la ville de Lorient, c'est que la majorité du système, c'est eux qui l'ont financé. Par contre, toute la partie d'automatisation très générale que j'ai mis en place, pour l'instant, personne ne l'a financée. Donc soit, pour l'instant, je dis qu'elle n'est pas libre, soit je dis qu'elle est libre et je me financerai par les projets qui viendront après. J'ai différentes façons de voir, si vous voulez. Ça vous va comme réponse? Mais justement, je ne suis pas sûre pour la gratuité. Il n'y a rien de gratuit. Ça viendra tout après. Concrètement. Après, voilà, c'est. Après, ça s'étudie. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a besoin, quel dimensionnement, où, quand, comment, qui fait quoi. À partir de là, on peut commencer à chiffrer quelque chose. Et ça peut être juste la formation d'un informaticien qui, lui, va se débrouiller avec le logiciel et l'installer lui-même. C'est tout l'intérêt du logiciel libre aussi, c'est qu'il puisse être distribué d'une part et que des gens puissent aussi contribuer au logiciel en lui-même et améliorer les choses. C'est là qu'il y a un effet communautaire aussi. Moi j'avais une question, plusieurs questions en fait. Moi je représente une ferme installée en maraîchage en permaculture dans le sud Finistère. Okay. Et nous, notre logique, elle est de rendre autonome le site pour une pompe d'irrigation, pompage et puis système d'irrigation, et puis des prises pour charger nos balances et tout ça. Et en fait, moi, ma question c'était, est-ce qu'il existe des open source pour rendre, comment rendre autonome notre système d'irrigation? En fait, tout dépend. Aujourd'hui, par exemple, je ne connais pas d'entreprises qui vont vous faire des documentations sur comment faire avec une grosse charge de courant, par exemple. Il y en a plein qui vont le faire sur des maisons. Ouais. Maintenant, peut-être que votre consommation est suffisamment petite pour que ça corresponde à l'installation d'une maison. Et ça, vous avez plein de documentation sur Internet. Il suffit de rechercher, de se documenter, de s'instruire. Ça, c'est pas un problème. Après, ça serait pour l'installation. Moi, je cherche à savoir aussi si on pourrait trouver des techniciens compétents pour nous guider dans l'installation. Mais vu qu'on n'a pas de moyens financiers, parce que ce métier-là rémunère très très peu, ça serait pouvoir troquer des conseils, des précieux conseils, ou même voir pour nous guider contre des légumes ou des choses comme ça. On a des poules, on a des... Ça, je pense que la fabrique du log veut peut-être répondre sur cette question-là. Ouais, le truc, nous on en fait pas mal. Enfin, on en fait pas mal. C'est un échange qu'on fait un petit peu, mais qu'on aimerait bien développer d'ailleurs. Ouais. Mais nous on fonctionne déjà beaucoup comme ça, parce qu'on n'arrive pas à sortir de salaire, donc on est obligé de nos excédents de production, on les troque, et puis on a troqué la coupe de cheveux contre les légumes. Ça marche bien. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Et puis après c'est pareil, vous parlez d'internet, moi je vais souvent sur internet, alors moi ça foisonne de partout, et j'ai l'impression de me faire guider dans des achats qui peuvent être
de mauvais achats et comment on peut s'orienter dans l'achat de matériel sur Internet en étant sûr de la... Tout simplement comme vous feriez l'opération de vous informer de manière générale, c'est-à-dire en lisant plusieurs sites, plusieurs avis, vous instruire sur le sujet, faire vos propres choix. Ça, c'est votre méthode pour ne pas payer. Si vous avez besoin de conseils, vous faites du troc avec un Fab Lab, avec une association. Si vous avez les moyens, vous allez voir des professionnels. Mais non, on n'a pas les moyens. Et puis après, c'est pareil. J'ai été voir sur Internet. Et puis là, j'ai l'impression que les algorithmes Google nous envoient sur des trucs. C'était pas comme ça avant. Il y a une orientation commerciale, ça vous plaire. C'est assez... Eh ben arrêtez d'utiliser Google. Mais moi j'y connais rien. Quant.fr, qwant.fr. Les autres ils concurrencent Google, ils vont chercher leurs données sur Google après. Mais ils les présentent comme étant originales. Parce qu'ils vont pomper sur Google. Quant.fr et DuckDuckGo.com. Ils vont pomper sur Google. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais les pondérations des résultats sont pas les mêmes. Comment vous avez dit Quant, QWANT. S'il vous plaît, on s'écoute juste. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas précisé au tout début, je ne sais pas si tu l'as fait, mais la conférence est filmée et enregistrée. Alors, je sais pas si je l'ai précisé. Je ne me suis pas présenté à venir. Ouais, Juju, tu t'es pas présenté d'ailleurs. Mais viens devant la caméra. Donc, d'où l'importance de respecter les temps de parole de chacun et de ne pas se couper la parole les uns les autres. Que ce soit audible. Que ce soit audible. Voilà. Vas-y, Juju, Moi je suis Juju, donc je travaille ici, je suis fan manager. On a ouvert la fabrique du Loc il y a 2 ans. On était 5 fondateurs. Voilà, et puis on a une super communauté de pas loin de 300 personnes. On a une communauté de pas loin de 300 adhérents avec un panel de compétences incroyable. Et c'est vrai qu'on trouve souvent les solutions aux problèmes grâce à la communauté des gens qui participent à ce Fab Lab, qui aident à construire ce Fab Lab. Voilà. Et puis on est ravis de vous accueillir pour cette soirée de vendredi mois tout. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Gauthier ou Juju avant de passer à la suite? Juste une petite question. Toutes les données sont exportables du logiciel au niveau des consommations et tout ça. Elles sont toutes exportables. Je suis en train de répondre à monsieur encore. Elles sont toutes exportables en fichier CSV ou... Alors, les données concrètement, elles sont sur le serveur qui s'appelle Zabbix. C'est un produit de monitoring, comme je disais tout à l'heure. Les données sont enregistrées dans une base de données qui, elle, est libre. Donc, soit on peut accéder directement à la base de données, soit on peut accéder à l'API. Donc, c'est une façon d'accéder à l'interface de programmation de Zabbix. Accessoirement, alors là, j'ai rebranché la clé USB, on n'a pas eu de perte de données. C'est-à-dire qu'on a récupéré les données tout à l'heure. Là, on a le graphique, mais on peut aussi vite fait avoir les valeurs. Ça, c'est pour les 500 dernières valeurs. Donc, par exemple, si je voulais avoir sur un an, je dirais à mon Zabbix, prends une valeur, je sais pas, tous les jours, quoi. Et du coup, j'en aurais 365 et je les aurais là. Et après, en plus, on peut les exporter, je crois, en format CSV. D'accord. Il me semble, quelque part. Bon, moins en format texte. Donc après, avec ça, oui, bien sûr. On peut se débrouiller. Ok. D'autres questions? Oui, pour l'achat du matériel, il n'y a pas un site particulier où on sait exactement ce qu'on achète Je sais pas, est-ce que vous avez un site particulier pour acheter une auto en particulier? Le problème est le même. Voilà. Il n'y a pas. Je vous propose qu'on passe à la suite, mais après vous aurez le temps de discuter avec Gauthier, Juju, sans problème, il y a un apéro partagé après. La parole au Luciole? Oui, vas-y, installe bien. Oui, juste en aparté pour ta question, il y a Atelier Paysan. En fait, c'est le Fab Lab, mais pour les agriculteurs. Enfin, en gros, toutes les solutions libres autour de plein de sujets différents et variés. Aussi, ouais. Je pensais que c'était juste le matériel. Si, et ils font même des ateliers pour le Arduino, donc notamment pour tout ce qui est automatisme, qui pourrait t'intéresser. Tu pourrais aller voir. Mais... je connaissais, mais je savais pas que c'était sur... Si, ils voient qu'il y a, pour l'automatisme, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites. La domotique aussi, un peu. Ouais. Donc moi, David Bézier, je vais vous parler de notre petite coopérative qui s'appelle Luciole Énergie, qui est issue d'une association, enfin en fait qui est le bébé d'une association qui s'appelle les Lucioles Riadetel en transition, qui
Et dans le concept vient des mouvements de villes en transition et de territoires en transition. Je ne sais pas si des gens connaissent Rob Hopkins. C'est un Anglais qui a réfléchi beaucoup sur la notion de transition, la notion de résilience énergétique, et qui propose d'animer un territoire avec des méthodes très incluantes pour que chacun, à sa manière, puisse être dans une démarche positive liée à la transition. Donc nous on s'est inscrit là-dedans en se disant on a un territoire, la RIA d'Etel, tout le pourtour de la RIA, en se disant là il y a grosso modo 80 à 100 000 personnes sur ce pourtour. Comment on arrive à animer la transition sur ce territoire, voilà, tout simplement. Et parmi les groupes de réflexion, on s'intéresse notamment à l'alimentation, l'habitat et puis l'énergie et le transport. Donc en gros c'est donner les moyens, trouver des mécanismes de changement culturel pour se réapproprier tout ça, quoi. Alors ça paraît très pompeux, mais de point de vue très pragmatique, il y a des jardins partagés, il y a, quand je dis des, il y en a un réellement qui marche et puis il y en a qui essayent de marcher, avec une mécanique de partage du travail. Il y a un groupe justement qui travaille sur la mobilité, qui essaye d'accompagner les décideurs du territoire typiquement par rapport au covoiturage, à avoir une vraie réflexion active sur le covoiturage, à faire d'animation autour du covoiturage et à vraiment réfléchir, plutôt que de construire des routes, mettre de l'argent pour que justement on ait besoin de moins de routes. Ça c'est quelque chose d'assez, qui paraît bête, mais en fait on le répète et on le répète et on le répète. Et autour de l'énergie, la notion de financement citoyen, je pense que Pierre Crépeau l'a dit tout à l'heure, hein. L'idée c'est que les citoyens se prennent en main la relocalisation de la production énergétique. Et nous on est dans cette démarche avec Sur l'énergie. Avant tu peux laisser un tout petit mot sur ce que vous avez fait, des fichiers Excel partagés entre familles. Ouais, alors parce que en gros la coopérative, on a monté une coopérative pour financer des projets de production d'énergie renouvelable, mais nous notre nerf de guerre avant de produire, c'était quand même de sensibiliser les gens aux économies d'énergie. C'est réellement en termes d'action citoyenne, c'est quand même ce qu'il y a de plus puissant parce que c'est la masse qui consomme et on peut réellement faire des économies significatives en travaillant sur l'efficacité et la sobriété énergétique. Et on s'est rendu compte que d'une certaine manière, il y a beaucoup de projets qui ont vu le jour sur la partie production photovoltaïque notamment, parce que c'est des projets en fait qui peuvent vraiment mobiliser des énergies, mobiliser de la finance beaucoup plus facilement que financer des économies d'énergie. C'est très très compliqué. Moi je connais aucun projet citoyen qui va dans le sens des C2R, par exemple les contrats des C2R, qui permettent de réellement financer des économies d'énergie. Moi j'aurais rêvé par exemple de monter des projets où collectivement on essaye de financer des négawatts, donc des watts qui ne vont pas être consommés par une maison par exemple, en finançant de l'isolation. C'est hyper compliqué. Enfin, il n'y a pas de montage financier qui existe à notre connaissance. T'en connais toi ? On a des idées. Mais... Ouais, voilà. Mais pour l'instant, c'est... Voilà. Et donc, on s'est dit, il faut bien commencer par quelque chose et produire de l'énergie sur des toitures solaires, sur des toits publics, c'est potentiellement un bon moyen de sensibiliser et que les gens se réapproprient l'énergie, c'est aussi un bon moyen. Et donc, la première étape qu'on a eue là-dedans, c'était, pour revenir au fichier, on a commencé à se dire, avant de produire, il va vraiment falloir que déjà le groupe qui essaye de travailler sur cette coopérative soit quand même capable d'être conscient de ses consommations. Parce qu'en fait, ça sert à quoi de se dire on va produire si on ne sait pas ce qu'on consomme. Si le but c'est de produire 0,01% de ce qu'on consomme, au final c'est du greenwashing à l'échelle individuelle, donc ça n'a pas de sens. Donc on s'est dit, voilà, on fait pendant 1 ou 2 ans, on fait un bilan. Et on était une trentaine de familles à relever tous les mois nos consommations d'électricité et nos consommations de voitures et d'eau. Enfin, kilométrage de voiture et eau. On s'est rendu compte que l'eau, on le mettait de côté parce que ça faisait un paramètre de plus à gérer, c'était compliqué. Mais entre l'électricité et les transports, déjà, premièrement, la grosse claque, c'est que finalement, sur notre territoire, tout le monde, même les gens qui se disaient les plus écolos parmi nous, ils roulaient en moyenne 80 km par jour pour une famille. Pour une famille, sur le territoire, c'est ça. Alors, t'es peut-être une exception, mais c'est assez hallucinant. Oui, par famille, on comptait par foyer. On compte par foyer. Parce qu'en fait, justement, le foyer,
c'est une unité acceptable pour pas discriminer les gens individuellement. Je trouve que c'est une bonne unité. Et donc par famille, on était à 80 km. Donc déjà, ça a calmé beaucoup de gens parce que l'essentiel de la consommation énergétique, elle est dans les voitures. Après, on s'est dit, bon, on va s'attaquer quand même aux 10% restants qui est l'électricité, ou 20% restants qui est l'électricité. Et le chauffage, mais l'essentiel, c'était... c'est dur de gérer les chauffages. Donc l'électricité, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait deux types de familles. Il y a ceux qui avaient des chauffe-eau solaires et ceux qui ne les avaient pas. Donc ceux qui consommaient entre 2500 et 3000 kWh par an, et ceux qui consommaient 6000. Et puis ceux qui ont chauffé les chauffages électriques qui étaient plutôt à 10 ou 12 000 kWh par an. Donc là, on a vu qu'il y avait des différences, mais que fondamentalement, on correspondait à un Morbihanais moyen, que même si on voulait, même si on était sensibilisé, il y a pas mal de choses, je pense que chacun individuellement, on n'est pas forcément très bon, quoi. Donc voilà, ça a été une expérience, ça a été très douloureux à faire parce que justement on avait des outils très limités pour mettre en place ce suivi, pas d'informaticien réellement qui s'occupait de ça réellement. Donc j'étais bien content quand on a rencontré les gens d'Aloen et qu'on a expliqué notre démarche, et puis après notamment Grégory et puis Liberasis, hein, toute cette émergence il peut y avoir des solutions beaucoup plus légères, beaucoup plus généralisables de suivre ses consommations. Parce qu'on est convaincu en l'ayant fait que suivre ses consommations c'est les diminuer de 10%. Je pense pas me tromper. Entre 7 et 10%, je pense que c'est quelque chose de généralisable. Donc je pense que le coût de rentabilité par rapport à un Raspberry Pi pour des gens, sur 10 ans, c'est même pas, c'est pas vraiment un souci. Voilà pour la partie suivi conso. Pardon, Donc on a monté une coopérative ensuite pour produire. On s'est dit voilà, il faut qu'on aille un échelon plus loin et pour être connu sur le Pays d'Auray pour les élus, pour réellement leur montrer que il y a rien qui se fait, on n'est pas comme à Lorient, il n'y a pas une volonté politique, donc il faut que les citoyens montrent que il y a une volonté qui n'est pas encore politique mais qui va le devenir forcément. Et donc c'est en ça qu'on a fait ce premier projet. On a eu de la chance parce que après de nombreuses sollicitations auprès de toutes les mairies, on leur a dit on veut faire un projet comme il y en a plein d'autres à travers la France. Vous prenez une toiture sur un bâtiment bien orienté d'une mairie. On fait un contrat sur 20 ans d'occupation de la toiture et basta, quoi. C'est hyper facile à faire, il n'y a pas à tourner 100 000 ans autour de la question. Et la mairie locale maintenant sur un nouveau bâtiment nous a dit écoutez, venez étudier, on ne veut pas que ça nous coûte un centime de plus. On ne veut pas que ça nous retarde dans nos travaux, mais on veut bien que vous ayez la toiture. Donc on s'est dit, on joue là-dessus. On s'est rendu compte que ce n'est pas toujours évident sur pas mal de coûts annexes qu'il faut quand même faire attention, les coûts de raccordement, l'endroit où on met les onduleurs, etc. Il y a des choses où il faut être attentif pour voir ça. On était sur un projet qui n'est pas un projet d'autoconsommation, parce que c'est un bâtiment intergénérationnel, il n'y a quasiment pas de consommation sur le bâtiment, donc ça s'y prêtait pas. Donc on est parti sur un simple modèle économique de revente de l'électricité à Enercop. On a trouvé le moyen de le revendre à Enercop. Une fois qu'on a eu fait tout ça, qu'on savait que tout ça allait pouvoir vraiment se monter, on s'est dit maintenant on va s'intéresser à la partie juridique. Donc on a monté une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. C'est un nom un peu compliqué, mais en fait derrière ce qu'il faut juste comprendre, c'est que 70% des bénéfices qui peuvent être générés par cette société restent forcément dans la société. Donc ils servent forcément à investir dedans. Et comme les objets de la société, c'est produire des énergies renouvelables sur le territoire, on ne peut pas dévoyer réellement l'objectif premier de la société. Donc ça c'est hyper important parce que mine de rien, ça donne de la visibilité à tous les sociétaires qui veulent s'engager dedans. Ils savent que même si la présidence change, même si le conseil d'administration évolue, les objets de la société sont quand même assez stables. Donc voilà, on a ce premier projet qui a été mené, 32 000 euros d'investissement qui ont été levés en 1 mois et demi par 100 sociétaires, sachant que il y avait un travail de fond après par l'association pour sensibiliser, mais en tout cas ça s'est fait relativement vite sur ce premier projet. Il vient de sortir il est fini. Donc là, on va passer à une autre étape qui est de dire, vous voyez, le premier projet est sorti, on commence à avoir des premiers retours sur des mairies qui nous disent, nous on aimerait bien faire aussi. Donc là, on essaye de
de faire la suite, d'étudier les projets qu'on nous demande d'étudier et puis de démarrer des prochains projets très rapidement. Et on n'a pas oublié le début de nos objectifs, c'est vraiment de faire des économies d'énergie. Et donc, on a en tête d'utiliser la solution. Alors là, je dis BMHS parce que ça a l'air d'être plus à l'échelle citoyenne qu'une solution industrielle qui est pour des collectivités. D'utiliser une solution qui permet aux gens, donc là, l'idée c'est les sociétaires, d'animer réellement tous les gens qui ont investi dans la société, de dire Banco, là vous avez investi de l'argent pour produire de l'énergie, mais n'oubliez pas l'essentiel, c'est d'économiser. Donc en fait, on va vous proposer un petit outil comme celui-ci ou un autre qu'on installe chez vous, qui va vous permettre de suivre votre consommation jour par jour, mois par mois, de vous accompagner dans les diagnostics s'il y a des choses qui peuvent être corrigées, et surtout ça va vous donner vraiment une préhension sur réellement comment vous consommez votre énergie. Et la contrepartie, c'est aussi de leur donner accès à la production. Comme en fait ils financent de la production sur d'autres sites qui sont voilà, là c'est Local Mindon, il y a des gens qui habitent un petit peu partout autour de la RIA et ailleurs, ils auront accès en même temps, enfin c'est l'idée, à leur production et à leur consommation. Et puis bah, c'est exactement comme à l'échelle de la ville de Lorient, on essaie d'avoir un objectif chiffrable. Là on ne s'est pas donné encore de temps parce que c'est pas encore actif, mais l'idée c'est de se dire 20% de production d'énergie renouvelable et réduction de 20% de consommation. Et ça on pourra le faire que quand on aura vraiment mesuré. Et quand on aura ça, eh ben, on aura un moyen supplémentaire d'aller voir les collectivités, de leur dire, vous voyez, une solution qui vaut à l'échelle de sociétaires comme 100 sociétaires ou 200 sociétaires qui sont un petit peu animés d'une volonté, on y arrive, c'est possible, donc il faut lâcher les brides, il faut faire ça pour tout le monde. Voilà l'idée. Et l'idée c'est que les données des 100 personnes, les 100 personnes qui fournissent, enfin qui mesurent leur consommation, ça ce sera visible de tous les autres. Alors ça on va laisser Grégory pour la suite, parce que l'outil de monitoring il a plusieurs facettes. Donc une facette où chacun peut voir sa conso, et une facette sociale où en fait on peut échanger, mais c'est pas obligatoire, échanger ses consommations, ses profils, et là il y a réellement de la gamification, en tout cas de l'émulation de groupe sur se challenger si on veut, ou en tout cas se dire attends on est exactement sur les mêmes profils de maison et je comprends pas, là j'ai un pic de consommation à tel... Enfin, je pense qu'en fait c'est une manière réellement culturellement de se réapproprier l'énergie, de la voir, de pouvoir la toucher, quoi. Et je sais pas si ça va marcher, c'est une expérimentation, mais je crois fortement que ça peut aider à vraiment se réapproprier l'énergie et voir à quel point non seulement c'est difficile de la produire, parce que ça demande de l'argent, et si les gens investissent, d'une certaine manière, il y a de l'argent qui dort. Et si j'ai mis que 100 euros, par exemple, ou 200 ou 300 euros de part sociale, et que finalement j'ai produit que 1% de mes consommations, c'est pas très pertinent. Hein. Il y a le côté réellement, faut que ce soit un entraînement, quoi. Faut que ce soit quelque chose qui mobilise et pas qui démobilise en fait. Donc c'est ça qui est un petit peu le pari. Voilà. Mais ça coûte combien tout ça? Bah là je pense qu'on va laisser plutôt BMHS en parler avec Grégory sur la notion de coût. Là on avait fait une estimation par rapport à nos sociétaires qui en plus je trouve que c'est un peu pipé parce que le but c'est d'expérimenter, mais après les choses elles évolueraient autrement. Mais un Raspberry Pi c'est 60 euros grosso modo, c'était ce qu'on avait estimé, avec un module qui va bien. Faut compter grosso modo 70 euros pour avoir le petit module chez soi qui est capable de communiquer avec un serveur et de faire toutes les interfaces et tout ça. On avait estimé avec surtout beaucoup d'animation, un coût de matériel à 13 000 euros pour 100 sociétaires. Mais moi je pense sincèrement que ça peut servir 1 an, 2 ans, 3 ans, ou voire peut-être même qu'un an, et que derrière après le pli est fait, quoi. C'est-à-dire que les économies sont déjà faites, on n'est pas obligé forcément de garder cet appareil-là ad vitam aeternam. Enfin, je ne sais pas comment ça pourrait évoluer, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'avoir une signature en permanence. C'est plutôt un coup de fouet au démarrage, et puis après être capable d'y être attentif, mais une fois qu'on a pris le tri des déchets, hein. C'est exactement ça. On râle, et puis après une fois que le tri est fait, c'est ce que je pense. Naturel. Voilà.
Oui, il y a un petit C'est investissement. du culturel, quoi. Mais ça fait partie de nos réflexions avec le groupe qu'on est en train de former, qu'on est en train de structurer sur l'éventuelle possibilité de location de Raspberry. Oui. Parce que c'est ce qu'on a vu aussi dans plusieurs projets à l'ON, notamment le projet Solène en sociologie, c'est que l'affichage des consommations, ça a un impact beaucoup au début. Et surtout sur les profils très technophiles qui vont regarder ça tous les jours pendant plusieurs années. Mais sinon, dans la majeure partie de la population, ça va rester 2-3 mois à 6 mois maximum. Et après, c'est bon, ils ont compris combien ils consommaient par jour. Si on a bien réussi à transmettre les bonnes informations avec une bonne ergonomie de site, il n'y a pas besoin de garder ce type d'affichage de consommation tout le temps. C'est une prise de conscience en fait. Voilà, c'est une prise de conscience, c'est un outil pour le déclic. Il n'y a pas un risque de dérive à nouveau, oh bah tiens, j'ai laissé la lumière, tant pis pour une fois. Et au fur et à mesure, exactement comme moi je prends souvent l'exemple des comptes, quand on fait ses comptes, on économise. C'est con, hein, mais on dépense moins. Et si à un moment il lâche, ça part dans les dépenses. Et ça, on l'a vu dans nos animations à l'EN, donc j'ai peut-être pas dit, mais on est spécialisé dans la sensibilisation aux économies d'énergie. Et on a différents types de parcours pour accompagner les gens dans leur transition écologique ou énergétique. Et on a vu dans les conversations carbone, ce qu'on anime à Lorient, qui est voilà, quelque chose de très structuré. Quand on est vraiment un groupe d'individus qui se voient vraiment dans la vraie vie, les gens ils ont le groupe dans la tête et c'est ça vraiment qui permet le changement. On avait d'autres groupes qui étaient juste animés par internet, qu'on ne voyait pas ou très peu, et eux c'est la majeure partie de ces personnes là qui ont justement recommencé à faire des consommations supérieures ou arrêter les éco-gestes dont on avait parlé ensemble. Donc on voit bien que d'individus. Voilà, en fait c'est deux choses qui doivent se faire main dans la main, c'est-à-dire à la fois l'affichage des consommations et la prise de conscience. Ça passe aussi dans Famille Zéro Déchet par peser ses poubelles, ou dans la famille Alimentation Positive par éplucher ses tickets de caisse pour voir effectivement qu'est-ce qu'on consomme. Et après, en parallèle, il y a besoin d'en parler en fait. Autour de groupe, il y a vraiment un effet de groupe qui est important. Et ça, c'est souligné dans tous les livrables du projet Solène qui est en train de se finir à l'ON. C'est un projet de recherche qui a duré depuis 4 ans maintenant, avec 12 partenaires. Donc je ne m'attarderai pas là pour en parler, donc on pourra en parler après. Mais ça se vérifie dans tout ce qu'on voit et à Lorient et en France au niveau sociologique. Là, en fait, je pense qu'on est tous convaincus et concernés. Là, on touche clairement des gens qui sont motivés. L'étape suivante, ça serait pas justement comment aller motiver des gens qui sont pas. Justement, en fait, c'est bon, on parle encore un peu de sociologie et après on passe la parole à Grégory, mais je pourrais vous en parler longtemps après. Mais on l'a essayé, nous aussi, on s'est dit on veut faire de la massification. Les élus parlent beaucoup de massifier les opérations comme ça. Mais en fin de compte, on se rend compte dans la société, dans tout changement social, il y a d'abord des primo-adoptants, puis des communicants, puis après des premières vagues, deuxième et troisième vagues d'acceptation. Et à la fin, il y a les réfractaires qui changeront jamais. Et ça, c'est valable pour tout, que ce soit le droit de vote des femmes ou mieux comprendre ses consommations et faire sa transition énergétique. Ou la vitesse au volant. Voilà. Ou trier, c'est pas mal. Donc c'est en partant. Donc nous, on a changé notre stratégie finalement. Maintenant, on s'appuie vraiment sur les groupes locaux les plus motivés, voilà, précurseurs, on va dire. On appelle ça nos pionniers. Et c'est sur ces groupes-là que viennent se brancher des gens. Par exemple, si vous commencez à être un peu intéressé via l'alimentation, vous allez toucher un groupe qui s'occupe de l'alimentation. Par exemple, famille Alimentation Positive qu'on a vu dans le Morbihan. Et puis peut-être qu'eux, au fur et à mesure, ils vont vous brancher dans le réseau et que dans 2 ans, vous allez commencer à mesurer vos consommations d'énergie avec les lucioles. Donc c'est des choses qui se font progressivement, mais on peut difficilement toucher du grand public d'un coup, sauf avec quelques outils comme les films, comme le film Demain par exemple, ou des trucs vraiment très grand public, et qui utilisent d'autres arguments qui sont la ludification, le côté sympa, en touchant les gens par des choses qui n'avaient pas rapport à la base. Même des films comme Demain, en fait, ou d'autres films, ils se basent sur des expérimentations positives de gens qui sont justement les early adopters. En fait, plus il y a une démarche fondée qui aboutit, plus en fait l'imaginaire recule et la réalité avance. En fait. C'est-à-dire que là, c'est comme tout à l'heure, tu disais, une fois qu'on a mesuré, si on s'arrête, peut-être tout va s'arrêter. Non, en fait, je pense vraiment pas en plus. Je pense qu'une fois qu'on a mis le pas dans quelque chose, pour beaucoup de sujets, en fait, on revient jamais en arrière.
C'est-à-dire que... S'il y a vraiment eu un vrai déclic... ouais, voilà. Ouais, mais les consommations vont évoluer, c'est-à-dire que nos appareils ménagers vont de moins en moins consommer, on va avoir d'autres consommations qui vont arriver. Il ne faut pas d'effet rebond. Et il faut aussi être conscient de ce qu'on rajoute au fur et à mesure ou ce qu'on enlève au fur et à mesure. Et que durant rien que ces 10 prochaines années, on ne sait pas quelle va être notre consommation, l'évolution de nos consommations avec l'arrivée de la voiture électrique. Avec, si, on sait. Enfin, on sait, il faut qu'on baisse de 30% d'ici 10 ans, sinon on va à la catastrophe. Mais la voiture on le sait en fait. Le schéma il est facile en fait. On sait qu'il faut descendre. On sait qu'il faut descendre. Non mais il ne faut pas se dire autre chose. Mais bien sûr, mais on sait aussi que fatalement il y a un transfert d'énergie, qui est du diesel, de l'essence à l'électricité. Non, c'est le GNV, typiquement l'électricité c'est de la fumisterie pour les voitures. Mais... Je pense qu'on s'égare du sujet un peu. Pour les voitures électriques, on pourrait voir ça aussi à l'apéro. Mais pour résumer, pour passer la parole à Grégory, ce qu'on essaie de voir aujourd'hui, c'est que finalement, ce serait intéressant que les gens se réapproprient l'énergie pour avoir justement conscience de leur consommation. Et peut-être que justement comme ça, ils se diront peut-être qu'effectivement, il ne faut pas que j'ai d'effet rebond, faut que je continue à diminuer. Et le plus important, c'est que pour ne pas faire cet effet rebond, parce qu'on l'a vu avec les groupes qui étaient animés et ceux qui n'étaient pas animés dans le projet Solène, c'est justement ceux qui sont en communauté avec des vrais gens dans la vraie vie, qui n'ont pas d'effet rebond parce qu'il y a des déclics durables, parce qu'on touche des choses intrinsèques en fait. Et puis il y a le lien social. Voilà, le lien social. Mais bon, on pourra en parler à l'apéro aussi. Et puis l'énergie, c'est pas aussi simple que les déchets ou l'alimentation. Il y a un côté vulgarisé et puis avoir des outils de comptage et d'évolution simple. Il faut vraiment simplifier la connaissance Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu me poser, n'hésitez pas à les mettre sur les petites feuilles, à les coller sur la fresque ou dans la web. Du coup, il reste combien de temps? Il reste, ça va, tu as encore 10 minutes. Ok, on va essayer de faire vite. Vas-y, prends ton temps. Du coup, moi, donc Grégory, à la base, je suis développeur d'applications principalement web, parce que je fais ça quasiment depuis 14 ans. Donc, je suis à mon compte depuis maintenant 4 ans. Et à titre personnel, en fait, j'ai commencé à développer une application, alors plus largement j'appelle ça pour maisons connectées. C'est né en fait d'un truc tout con. En fait, j'ai perdu ma télécommande de porte de garage, et en fait, j'ai voulu faire une application moi-même en ne dépassant pas un certain coût, et puis avec les options supplémentaires en gros d'accès par internet depuis le téléphone, ainsi de suite. Donc l'idée elle est vraiment partie de là, toute bête quoi. Donc du coup, l'idée c'était vraiment de connecter des objets, puis après en réfléchissant en fait, on a essayé de voir un peu le projet de manière plus générale. En fait j'ai trouvé un nom un peu à la con, vous allez me dire, mais voilà, l'idée c'est de faire quand même de voir en fait une maison connectée dans son ensemble, mais le but final en fait c'est d'optimiser en permanence le confort d'habitat. Voilà comment je vois la chose quoi. Donc l'idée c'est de mettre des capteurs, des objets. Mais en fait, ces objets, pour moi, finalement, vont devenir secondaires, sachant que en fait, le but, c'est de développer en fait des scénarios qui vont en fait lire ces données et puis en fait essayer d'agir sur la maison pour garder, on va dire, ce confort optimum, à savoir sur 2-3 constantes, j'appelle ça les constantes vitales, un peu comme l'humain, quoi. Une maison, en fait, elle est à bonne température, elle a un bon taux d'humidité, et puis accessoirement, en fait, quelle est la qualité de son air, quoi. Et l'idée, c'est avec ces objets qui se sont connectés, ça peut être une ventilation, ça peut être vos volets, ça peut être tout n'importe quoi. On va essayer d'adapter déjà à minima le comportement pour essayer de maintenir en fait, des constantes, les meilleures constantes possibles. Donc en fait, j'ai appelé Smart Home parce que voilà, l'idée quand même, c'est quand même de développer des scénarios, on va dire, intelligents. Alors en fait, ce type d'application, en fait, vous allez en trouver de 15 000 sur Internet. Il y en a plein dans la domotique. Moi-même, en tant que développeur, en fait, je les trouve très élaborés. À l'inverse, en fait, je les trouve très compliqués à utiliser pour le particulier lambda. Donc moi, l'idée, en fait, c'était de développer soit moi, soit d'autres développeurs, soit même des profils type expert. En fait, c'est d'arriver à développer des scénarios, de les greffer dans l'application, et surtout, en fait, que n'importe qui venant se créer un compte sur cette application va bénéficier automatiquement en fait, de tous ces scénarios dits intelligents sans qu'il n'ait finalement trop rien à faire. À savoir, il ne sera pas obligé d'aller créer des scénarios manuellement, de créer des événements, ainsi de suite. C'est-à-dire que toute cette intelligence sera offerte à n'importe quel utilisateur venant sur l'application. Donc voilà un petit peu l'idée générale du projet.
Il y a une bonne partie que je ne vais pas expliquer parce qu'en fait globalement c'est ce que vous a montré Gauthier, à savoir en fait moi j'ai développé une partie sur une partie matérielle, en fait c'est ni plus ni moins que le même Raspberry que vous avez vu tout à l'heure. Et après en fait je vais essayer d'utiliser tous les objets connectés que vous pouvez trouver sur le marché. En fait on ne va pas se cantonner à un protocole en particulier, c'est-à-dire que si une personne est déjà équipée, je sais pas, avec des détecteurs de mouvement de telle marque, voilà, on va essayer de les gérer. Donc, en fait l'idée c'est de faire, en fait on appelle ça une sorte de box domotique pour maison connectée, mais en fait on appelle ça multi-protocole. Ça peut très bien gérer, je sais pas, un protocole par onde radio, un protocole type alarme, et ainsi de suite, quoi. Et c'est aussi de venir greffer dans cette application toutes les facettes d'une maison. Ça peut être un gestionnaire d'énergie, ça peut être un système d'alarme, ça peut être un système de ventilation, voilà, bref. Tout est développé et en fait, entre guillemets, moi en tant que développeur, en fait, tout va devenir virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un système d'alarme, il va être clos, il va être fermé. Vous n'allez pas pouvoir le faire dialoguer finalement avec d'autres objets. Vous allez acheter un système de chauffage, il va être aussi fermé. Ça va être un gestionnaire d'énergie, mais qui sera fermé avec son protocole. Et globalement, en fait, tout est fermé et rien ne communique entre eux, quoi. Donc l'idée, c'est de virtualiser tout ça, de faire des passerelles entre tous ces objets et d'arriver finalement à faire dialoguer votre système d'alarme. Système d'alarme, ça va être un détecteur de mouvement. Mais ce même détecteur de mouvement, par exemple, il peut vous servir, je sais pas, je dis n'importe quoi, à allumer une pièce quand vous rentrez. Or, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous allez acheter un pour l'alarme et puis vous allez acheter un deuxième pour, je sais pas, allumer les lumières de vos toilettes quand vous rentrez dedans, quoi. Donc, il y a vraiment des redondances un peu partout et qui sont finalement obligatoires parce qu'en fait, tout est fermé, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'application, elle est dite ouverte. Elle est aussi open source. C'est-à-dire que comme je m'appuie sur beaucoup de choses que finalement je trouve sur Internet, en aucun cas en fait je voulais que cette application soit fermée, donc c'est pour ça que tout le travail qui est développé en fait est disponible en fait sur des plateformes de développeurs où vous allez tout pouvoir retrouver le code source, voilà, tout ce qui a été fait, tout ça c'est en open bear, quoi. Et du coup l'application est elle-même en fait gratuite. Tout à l'heure vous parlez de coûts, mais pour l'instant en fait tant que je peux en fait l'idée c'est de conserver en fait cette application gratuite pour qu'en fait c'est tout simplement pour en fait démocratiser un petit peu ce système en fait de maison connectée. Ouais, là pour le coup on verra rien. Donc voilà. Donc en fait après en termes de fonctionnalité, je ne vais pas revenir en fait. Voilà, ça va être, vu qu'on y met des capteurs, vous allez retrouver forcément des graphiques. Peut-être les décrire un peu parce qu'on ne voit pas grand chose à l'écran. Ouais. Alors je vais prendre celui-ci. En plus c'est un bon exemple de la petite anecdote de Gauthier. En fait, voilà, ça c'est une courbe journalière, en fait, donc du minuit jusqu'à minuit le soir. En heure creuse en bleu, heure pleine rouge, donc ça c'est chez moi. Donc chez moi, ça va, je suis tout électrique. Et là, en fait, vous allez voir, là c'est typiquement une courbe en tout électrique où les deux pics que vous voyez là, en fait, c'est ni plus ni moins les pics en fait, d'eau chaude sanitaire. Une petite anecdote de tout à l'heure. À savoir que la petite solution déjà en fait vous pouvez décaler un peu et puis en fait supprimer ces pics en fait non je suis pas sur l'application, j'avais sélectionné mais non, c'est une image et du coup vous pouvez quasiment économiser. En fait moi j'ai calculé en fait ces deux pics là ça représente quasiment 300 que je dise pas de conneries, 300 pas kilowatts mais enfin bref. Additionnel à l'année, ça fait des économies très très faciles en fait à faire, quoi. Il se mettait en marche à des horaires en fait, il suit le système BTCon de l'heure creuse, heure pleine en fait. Sauf qu'en fait, un ballon de chaude, en fait, c'est comme le gaz. En fait, plus vous lui donnez du volume, plus il va s'étaler. Le ballon de chaude, en fait, il fait pareil. En fait, le système d'heure creuse, heure pleine, il est bien et pas bien en un sens. C'est-à-dire qu'en fait, il a une fenêtre de tir très large de, je sais pas, 11h30 à 7h30, je parle chez moi. Mais du coup, le ballon de chaude, il va occuper tout cet espace, quoi. Et l'idée en fait. Deux fois. C'est pas qu'il chauffe deux fois, c'est que voilà, il essaye de se maintenir en température. Mais voilà, si vous diffusez déjà, comme on disait tout à l'heure, le démarrage, et si vous supprimez ne serait-ce qu'un pic, si vous voulez, à la limite, si vous avez peur, je sais pas, des problèmes de légionnelle, ainsi de suite, vous supprimez ne serait-ce qu'un pic, vous êtes sûr que quand même le soir, vous aurez toujours votre eau chaude, quoi. Et comment tu supprimes ce pic en fait? Allez voir sur ton ballon. Avec un objet connecté qui vient s'intercaler ou même carrément supprimer en fait le contact BTCon binaire de cette heure creuse heure pleine, c'est que c'est un contact qui sera géré par application, quoi. D'accord. Après, ce genre de choses aussi permet de faire ses calculs, savoir si leur creuse heure pleine c'est rentable. Exactement. Donc, vous payez plus cher l'électricité sur heure pleine, vous la payez un peu moins cher sur l'heure creuse. Si vous prenez un compteur avec un tarif unique, vous apercevez qu'en général vous gagnez.
Ouais, parce qu'en fait, il faut au moins avoir, je crois que c'est 30% de consommation en heure creuse pour que ça devienne intéressant. Et vous soulevez une super bonne question. Moi, je m'en suis rendu compte qu'il y a un an, grâce à l'outil, où j'étais juste en dessous. Non, j'étais juste en dessous, donc c'était même pas intéressant pour moi, j'étais tout électrique. Ça m'a permis en fait de reprogrammer mon chauffage électrique. En fait, c'est un chauffage au sol, je l'ai reprogrammé, j'ai repassé une bonne partie en heure creuse, et en fait, j'ai réussi à recompenser, et du coup, c'est devenu plus intéressant. Effectivement, le recompenser, c'est valable. Autrement, dans la plupart des maisons, c'est... Mais je suis resté 3-4 ans comme ça, je le savais pas en fait. Ouais, ça permet à EDF de gagner encore plus d'argent. Donc après, donc les courbes, donc c'est les mêmes données agrégées ici au mois, agrégées à l'année, donc rien de nouveau, mais voilà, c'est une petite fonctionnalité, c'est celle-ci. En fait, on a un boîtier lorsqu'il est connecté directement sur le compteur électrique. Autant là, en fait, on fait des relevés quasiment tous les 5 minutes. Autant là, en fait, on a une fonctionnalité en fait qui est assez intéressante, c'est que le compteur électrique, en fait, il va diffuser l'information en continu. Donc en branchant le bon appareil qui va bien avec, en fait, on peut du coup réceptionner cette information en continu. Et là, en gros, en activant une option, en fait, vous pouvez du coup avoir l'instantané en fait, de la puissance de la maison, quoi. Donc ça permet, on appelle ça une sorte de wattmètre, mais voilà, ça permet de voir à peu près à l'instant T combien vous consommez. Vous pouvez allumer ou débrancher un appareil, et en gros, c'est instantané. En fait, vous allez voir le truc qui va diminuer, augmenter, quoi. Donc ça peut être un bon outil, quoi. Ça en petite anecdote, ça nous a été super utile à l'ON pour nos animations justement conversation carbone. Que je l'ai installé chez moi en fait, ce petit outil. Et comme on n'avait plus de salle, on a fait les conversations carbone dans mon salon. Voilà. Donc pour la petite histoire. Et on a des animations qui parlent de l'énergie. Et on ne savait pas comment sensibiliser les gens aux veilles, parce qu'on a plein de techniques, mais ça ne marche jamais à 100%. Et utiliser un wattmètre, c'est un petit appareil qui se branche à un appareil, donc entre la prise et l'appareil. Des fois c'est un peu compliqué pour certains, voilà, ils ne sont pas du tout technophiles, c'est vrai que ce genre de graphe ça peut faire très peur. Hein. Une bonne partie de la population, en fait, c'est plutôt nous la minorité là. Et du coup, avec cet outil-là, en fait, on voyait la puissance au compteur directement sur nos téléphones. Et en fait, il suffisait juste de débrancher les appareils les uns à la suite des autres, comme un jeu en fait dans la maison, et on voyait la puissance qui diminuait. Donc en fait, on a fait un jeu, c'est-à-dire que moi j'avais allumé tous les appareils dans la maison, et des gens ont essayé de diminuer et d'atteindre le zéro en fait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un talon de veille, ça aussi c'est très intéressant ce genre d'outil, c'est qu'il y avait un talon de veille qui était mon interphone, mes rideaux électriques, ma VMC, mais c'est la VMC c'est important quand même, et il y avait plein de petites veilles qui servaient pas à grand chose, quoi. Et je me suis rendu compte d'ailleurs mon frigo ne consommait pas tant que ça. Donc à la fin de tout ça, on se rend compte qu'il y avait quand même des consommations importantes. Moi j'ai quand même 50 ou 60 watts de talons que j'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver d'où ça vient. Et je continue. Et pas qu'un wifi. Non. Je suis quasiment tout gaz moi donc. Mais la machine à laver, enfin moi j'ai fait le test avec le remettre aussi. La machine à laver éteinte, sans petit truc lumineux et tout, et ben ça consomme. Ce qu'on appelle les veilles cachées. C'est ça. Il y en a beaucoup. Et ça, je n'avais pas conscience de ça. Voilà. Avec un petit outil comme ça, un peu tout public, avec un affichage un peu ergonomique, donc il faut qu'on travaille un peu là-dessus. Hein. Il y a moyen de toucher plus grand public. Peut-être pas tout public, mais un peu plus de gens. Merde. C'est vrai que d'avoir la consommation seconde par seconde, ça aide vachement. La consommation Linky. Oui, là c'est du sucre. Au départ, c'est ça que tu voulais. Sur l'ancien compteur, alors il fallait garder le virtuel, mais on a un instantané. Oui, mais en fait c'est les mêmes infos en fait. Il faut garder le doigt dessus. Alors moi je faisais l'essai sur le compteur. Le doigt, je regardais, j'avais débranché un appareil, j'ai retourné au compteur. C'est pas pratique, il est toujours dans un coin foutu, mais j'ai testé à la maison comme ça, tous les appareils. C'était bien aussi. Celui qui tournait. Celui qui tournait, on voyait la route. Donc juste, on va continuer un petit peu avant, parce que sinon l'apéro ça va être un peu tard. On a encore combien de temps là? C'est vous qui voyez. On va encore prendre un quart d'heure. Tant qu'on tombe pas d'inanition. Donc on continue un peu. Ouais, donc juste une petite aparté sur, vous voyez pas, sur cet écran-là, c'est
En fait, voilà, là pour l'instant, en fait, c'est une sorte de bibliothèque. C'est un écran qui va représenter, j'appelle ça les bibliothèques de scénarios. Là aujourd'hui, il n'y en a qu'un, mais voilà, l'idée c'est de compléter vraiment cette bibliothèque avec plein de scénarios. Là aujourd'hui, en fait, c'est un scénario qui va, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, c'est en été, il va fermer les volets s'il détecte en fait une hausse de température rapide de la maison. Et en même temps, il analyse aussi les données météo de l'extérieur pour voir si en gros, s'il va faire ensoleillé pendant les 3 heures qui suivent. En gros, il va baisser automatiquement les volets pour essayer de compenser en fait la hausse de température. Et voilà, l'idée c'est de créer plein de scénarios, type avec même des profils experts qui peuvent intervenir dans plein de domaines, de rentrer tout ça dans le système et que chacun puisse activer ou simplement en fait tel ou tel scénario s'il en a besoin. Et s'il y a d'autres développeurs qui veulent faire des scénarios et te les donner, c'est possible? En fait, ils les mettent sur en fait, la plateforme de dépôt des codes sources, ça s'appelle GitHub, ça peut être une autre. Voilà, l'idée c'est que chacun développe dans son coin. Après, en fait, tout est recentralisé sur le dépôt commun. Et puis après, moi, je fais des livraisons. C'est complètement collaboratif, coopératif. Ouais. Ah oui, s'il y a des développement. développeurs dans les Fab Labs qui veulent s'amuser avec Grégory, c'est possible. On en a. Voir des outils tout simples. Je voyais le Chacon là, qui mesure la consommation énergétique. Je sais qu'il avait un mode où tu pouvais mettre un genre d'alarme s'il dépasse les 3 kW, je ne sais plus exactement, la consommation instantanée, et il s'allume en orange. C'est bête, mais en fait, c'est des outils tout bêtes, encore plus simples qui peuvent permettre d'être mis en plein milieu de la pièce en mode fun, quoi. Enfin, il y a un côté, et ça pourrait être développé par les Fab Labs. Il y a le Lab Fab de Rennes, je pense à l'instant, qui a développé une petite boîte qui vaut moins de 20 € avec un Arduino dedans, et qui récupère avec un petit tableau avec des cristaux liquides. Ouais. Et en fait, au début, ils l'ont fait pour les étudiants. Et la première appli qu'ils ont fait, c'était dans combien de minutes est le prochain bus. Le matin, pour aller à la fac, on se dit j'ai raté celui-là, je me speed ou je me speed pas, c'est dans 6 minutes, ou dans 12 minutes, ou dans 18 minutes. Voilà, c'est la première. Et puis ça a eu un succès fou. Ouais. Et puis, ils ont développé plein de petites applis qui sont toutes sur la même boîte. D'accord. Et typiquement, il pourrait y avoir la courbe en instantané dessus, quoi. Mais pour les petits outils en fait, le truc est connecté, ils vont chercher l'info sur un site quelque part, quoi. Et du coup, il y a un visuel sans qu'il y ait un ordi démarré, quoi. Un petit écran qui donne. On peut très bien mettre les horaires de marée, ou la taille de la houle si on est un surfeur, n'importe quoi. Alors, on se réveille le matin, j'ai l'info. Alors ça, c'est encore un truc qui reste en veille. Ça a un intérêt. Voilà. Pas sur un gadget. Voilà. Mais voilà, pour les petits outils, aussi pour parler au grand public, comme la box dont tu parlais, ça fait partie de nos réflexions collectives, en fait, c'est partie des objectifs qu'on s'est fixés dans notre groupe, qu'on puisse diffuser au grand public. C'est une interface assez ludique et facile d'emploi. On échangera après. On laisse finir avec juste pour terminer, en fait, voilà, pour dire que l'application, en fait, vu que tout est centralisé sur un serveur, en gros, on est plusieurs personnes à y être connectées. Et le but, c'est de recréer du lien entre ces personnes via une sorte de système un petit peu à la Facebook. C'est-à-dire que il y a une liste d'utilisateurs. Si vous connaissez, vous pouvez en fait envoyer des invitations. Et dès lors que vous acceptez une invitation, en gros, vous allez pouvoir accéder en fait aux données d'une autre personne. Donc ça permet via un profil de bord, par exemple via ton collègue David, en fait, d'accéder à un tableau de bord de votre ami et du coup avec des boutons en fait de pouvoir faire des comparaisons très très rapides sur ses consommations et sur les vôtres. Ça marche, c'est surtout intéressant lorsque vous êtes sur des profils plus ou moins identiques avec les mêmes systèmes de chauffage, la même taille des maisons. Et voilà, très rapidement vous pouvez du coup faire des comparaisons et du coup vous estimez en fait dans une sorte de moyenne, même si vous n'aimez pas finalement les concours, mais voilà, ça permet quand même déjà lorsque des personnes ont des doutes sur leur consommation, se disent punaise, je consomme excessivement. Déjà de se comparer à quelqu'un d'autre, ça te donne déjà un bon critère en fait, d'évaluation. Ça permet tout bêtement de se dire non en fait finalement je consomme dans la normale, donc ça n'empêche pas finalement de surveiller, mais voilà, ça donne des bons indicateurs. C'est ce qu'on avait vu à l'ON, en fait, les challenges entre personnes qui se connaissent, ça fonctionne. Par contre, quand on se compare à des gens qu'on ne connaît pas, il y a forcément un doute qui arrive et on n'a pas confiance en la technologie en fait. Parce qu'on se dit non, je ne connais pas cette personne, c'est forcément je consomme trop, c'est pas possible, je fais pas d'efforts, ou alors c'est bon, je consomme assez, je vais pas faire d'efforts. Alors que quand on se compare à des gens qu'on connaît grâce à ta petite option qu'on appelle Facebook de l'énergie en fait, en fait on a envie d'aller plus loin. Ah tiens, il consomme plus que moi, pourquoi je consomme plus ça? Tiens, je le connais, j'ai pas l'impression.
Et là, on a du lien social qui est nécessaire et important pour cette transition. Donc là, typiquement, il y a combien de capteurs dans la maison? Alors là, par exemple, c'est le tableau de bord du collègue à David. Lui, en fait, il voulait avoir quelques capteurs parce qu'en fait, il avait cette impression d'humidité dans sa maison. Et en effet, en mettant un compteur, vous voyez, en fait, il s'aperçoit que c'est vraiment humide. Mais voilà, donc en fait, des capteurs, il n'y en a pas 36, hein, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Mais de base, en fait, l'idée, c'est d'avoir température, humidité, qualité de l'air. Ça, je ne gère pas encore, mais voilà, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, je ne gérais pas. Finalement, il y a un contact qui est passé par la lettre d'information de Taranis. Alors, je sais plus qui s'occupe de la... Voilà. En fait, il y a un contact du coup qui est arrivé, voilà. Et du coup, pour eux, en fait, du coup, je vais implémenter un capteur qualité d'air. Et en fait, on va leur mettre à disposition un kit complet. C'est une association à Montpellier, GFOSAT. Je sais pas si... C'est l'agence locale. Voilà. Il y a aussi des trucs qui se font sur place. Ouais. Et donc voilà un tableau de bord, on va dire standard de l'application. On voit pas, mais. Tu fais encore ça gratuitement? Hein? Tu fais encore ça gratuitement? Bah oui, parce que ça m'intéresse. Enfin, c'est ce que je dis en fait, vu que. Bah, pardonne-moi. La qualité de l'air, c'est mesure des particules fines. Ouais. En fait, j'avais pas fait parce que globalement, les capteurs coûtent assez cher. Sauf que là, en fait, il y a un capteur assez complet chinois qui a débarqué. De la marque Giza, je sais pas comment le présenter. Giza, oui. Hein? Ouais, il est plutôt à 30. Alors, il est complet parce qu'il fait température, humidité, qualité de l'air, il fonctionne en Wi-Fi. Et puis, je sais plus quoi d'autre. Mais ouais, il a entre 30 et 45 euros. Oui, donc en effet, c'est pas excessivement cher, mais voilà. Dans 3 semaines, on a un atelier ambassadeur lors de Fab 14 ici sur comment faire un capteur de qualité de l'air. Ambassadeur qui a été mis en place par les Fab Labs de Rennes. Ils viennent ici faire une conférence et un workshop. Donc Grégory, si dans 3 semaines tu as fini, tu peux venir leur montrer comment on fait du livre. Du coup, est-ce que vous aviez quelques questions à poser à Grégory? Après, j'aurais 2-3 trucs à vous dire et après on ira manger. 3 questions. Juju, vas-y. Moi, je suis au gaz. Et est-ce que quelqu'un a des échos est-ce qu'il y a un moyen Ouais, en fait, actuellement, en fait, je suis en train de déployer cette solution. En fait, c'est un marché public que j'ai remporté sur une communauté de communes au-dessus de Rennes, en fait. Et le projet prévoyait en fait l'instrumentation de 50 foyers en justement compteur électrique, compteur gaz ou gaz. Et puis en fait, sonde de température, 3 dans la maison. Donc en fait, moi j'utilise en fait un boîtier. C'est pas moi qui l'ai fait celui-là, mais du coup je passe par un fournisseur. Et en fait, un compteur gaz, globalement en fait, ils sont tous prévus. Ils ne sont pas connectés par défaut. Ils sont quasiment tous prévus depuis quasiment 10 ans. En fait, ils ont un emplacement en fait, qui est prévu. Et en fait, l'emplacement est tout con. En fait, ça va fonctionner en fait avec un aimant. En fait, il va compter le nombre de tours. Il envoie une impulsion. Et le module que moi je connecte sur les compteurs électriques, il a l'avantage en fait, d'avoir 2 entrées téléinfo et 2 entrées impulsion. Donc en fait, alors globalement, les compteurs sont jamais à côté. Donc là, pour le projet, en fait, quand il y a un compteur gaz et électricité, en fait, j'en déploie 2. Et voilà, typiquement, c'est le genre de boîtier que je viens greffer sur le tableau électrique avec son antenne. Et, soit du coup, j'utilise l'entrée impulsion, ou soit j'utilise l'entrée téléinfo, mais comme ça, en fait, on fait les relevés de gaz. Quoi. Comme ça, du coup, tu les as en direct ils remontent là sur ton appli. Ouais. Donc en fait, on a déployé 50 Raspberry. Du coup, je suis en train, là, je suis arrivé à 30. Mais voilà, il en reste une bonne quinzaine. Donc à chaque fois, l'installation, c'est la même. Donc c'est un Raspberry connecté à la box internet, 1 ou 2 modules en fonction du compteur électrique et au gaz. Et en fait, j'utilise vraiment que du matériel, le grand public. Tout ça, j'imagine que vous l'avez, peut-être certains d'entre vous chez vous à la maison. C'est des sondes Oregon qu'on trouve dans les stations météo, vous allez trouver dans les grandes surfaces de bricolage, ainsi de suite. Mais tout ça, en fait, a l'avantage de fonctionner avec la même fréquence. Et en fait, j'utilise c'est danois, ça. C'est un récepteur multi-protocole qui fonctionne sur cette fréquence-là. Donc il y a quasiment plus d'une trentaine de protocoles implémentés là-dedans. Vous le branchez en USB sur le Raspberry et puis le tour est joué. Il faut savoir que par exemple, tous vos portails de garage, vos portails de maison, c'est du 433. Donc en fait, vous mettez ça et vous entre guillemets, vous sniffez tout ce qui passe chez vous et chez le voisin parce que ça
C'est capteur ou c'est Ça c'est récepteur ça. Récepteur. Récepteur et émetteur parce qu'en fait comme David parlait tout à l'heure de la marque Chacon. Chacon c'est du 433 et c'est géré par ça. Mais du coup quand tu es dans un immeuble, il n'y a pas de souci avec les voisins? Bah en fait moi du coup ça m'a bien embêté pour ce projet là parce qu'en fait souvent dans les foyers en fait c'était des voisins. Donc du coup en fait j'ai dû implémenter en fait une sorte de phase d'association. Donc j'associe en fait les objets avec en fait elles ont toutes une adresse MAC en fait c'est une adresse unique. Du coup je fais l'association sur le compte et du coup après quand je rentre bah, je suis tranquille quoi. Mais sinon en pratique, j'allais dire en théorie mais non même en pratique, lui en fait il va tout capter quoi. Et la portée? Portée, alors en fait le récepteur lui, je vais pas parler de portée, après tout dépend des objets. Par exemple une sonde c'est en fait 20 à 30 mètres, en pratique c'est 20 mètres. Vous passez à peine 1 à 2 mètres en béton, donc il faut vraiment que ce soit, dès que vous passez sur des sondes extérieures, il faut vraiment que ce soit à côté. Celui-ci il est génial, 100 mètres. Donc j'ai fait des foyers là. C'est le gaz? C'est le gaz? Gaz ou téléinfo, il fait les deux en fait. Des fois il y a des compteurs qui sont super éloignés et 100 mètres ça passe super bien. Pour les électrosensibles, ça dégage pas trop de. C'est pas en fait, c'est pas comme le Wi-Fi en fait, ça diffuse pas en permanence en fait. C'est-à-dire que lui en fait il va émettre quasiment tous les 4 minutes et 4 minutes en fait c'est boum, c'est un message en 433 au même titre que vous appuyez sur votre télécommande pour ouvrir votre porte de garage quoi. Et lui en fait vu que c'est récepteur, bah, il émet pas quoi. Et puis c'est du gigahertz, c'est pas du gigahertz. Oui. Et les sondes elles émettent tous les minutes quoi. Est-ce que vous avez une dernière question pour Grégory? J'aurais juste une question, non mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure avec Liberasis sur réellement comment mesurer les signatures pour l'autoconsommation. Comment dire, vous seriez un bon client en autoconso ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait être fait là-dessus? Enfin comment par rapport à des scénarios en fait tous les gens qui s'équipent que dans leur parmi les informations qu'on a, il y a une information, vous pourriez autoconsommer en grosso modo, vu votre consommation, jusqu'à tant de mètres carrés à installer. Enfin, en fait, accompagner le. Moi j'ai une question qui va se plugger là-dessus. Moi j'ai plusieurs serveurs à la maison, des NAS, je fais des calculs d'images parce que je fais de la 3D, entre autres beaucoup. Je fais beaucoup tourner mes ordis, j'ai 5 ordinateurs, j'ai 2 NAS. Mais c'est un vrai problème. Pour moi, ouais, mais tout se passe la nuit. Quid, et j'aurais bien aimé gérer ça en autoconsommation, ma ferme de rendu, mes serveurs, mais majoritairement c'est la nuit. Et il faut que je puisse construire, il faut que je puisse monter un réseau de surveillance de mon réseau, créer mes scénarios et savoir quel moyen de production d'énergie je vais pouvoir plugger là-dessus. Et typiquement, ça ne va pas être des panneaux solaires. Perso, j'ai pas la réponse. Mais... non, mais à travailler, ça J'ai m'intéresse. peut-être une solution entre les deux, c'est qu'effectivement tout ça, ça se travaille. Là, il y a un bon terreau, on va dire. Ah bah, carrément. Il y a un très très bon terreau. Et si on est là en collectif, c'est qu'on veut jouer collectif. Donc si tu veux travailler là-dessus, tu connais quelqu'un qui veut bosser là-dessus, ou il y a moyen de bosser là-dessus de quelconque projet, on peut se servir de ce terreau-là pour développer des solutions. On a avec les Lucioles plein de personnes qui pourront tester ces solutions-là. Nous, dans notre groupe, là, on commence à être de plus en plus de volontaires à acheter des Raspberry pour tester ça chez nous. Donc via GitHub, on lui fait remonter des bugs ou ce genre de choses. On en discute entre nous. Si demain, il faut tester une solution qui dit... J'ai pas le temps de développer du tout. Non mais déjà, si tu as une signature en t'équipant, tu pourras peut-être... En fait, la première partie du problème, c'est l'identifier. Ah ouais. Et par rapport à ce que tu disais, vous avez déjà la consommation. Le relevé de consommation, je dirais, c'est le plus difficile. Après, il y a des moyens d'estimer une production, même si c'est de partir sur une estime de dire on va prendre un 3 kg sur mon toit, je vais prendre un 6 ou un 9 kg, faire des scénarios comme ça. Et de calculer. J'ai un logiciel par exemple qui me donne heure par heure une estimation de la production sur les 20 dernières années par rapport aux 20 dernières années lycée. Alors c'est pas par rapport à la météo, on se d'accord, il peut être beau et puis dans les estimations ils estiment que ce jour-là il fera gris, mais ça te donne déjà une base et par rapport à tes consommations,
de pouvoir tout de suite les comparer et dire, bah, en effet, si je prends un 3 kg, qu'est-ce que j'auto-consommerai dans ma journée d'eau, tel que je l'ai fait aujourd'hui. Et un module qui permet de savoir combien je gagne. Mais en fait, un développeur, en fait, il est là pour ça. En fait. Les idées, elles viennent pas forcément du développeur. Il est juste là en fait pour bêtement coder des idées des autres. En fait. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'en parle. Mais non, mais moi, si tu as à schématiser ton idée, tu as fait les 90% du boulot. Quoi. Alors justement, à ce propos, on commence à être donc un groupe dont je vous en parlais. Donc si ce soir, il y a des personnes qui veulent jouer avec nous, qui veulent faire partie du groupe, voilà, déjà on a une chaîne de mails où on s'envoie des mails collectifs pour faire avancer le public. On a un groupe où on se voit régulièrement, une fois par mois, on va dire, à l'apéro, pour que ce soit convivial, et puis pour fixer nos objectifs, voir de quelle manière on se coordonne et vers où on va, quels sont nos objectifs. Donc, globalement, c'était plutôt promouvoir le logiciel libre, parler transition énergétique, affichage des consommations et, si possible, vulgarisation grand public. Je crois que j'ai à peu près dit nos objectifs, il doit y en avoir quelques autres, mais il va falloir qu'on s'organise pour lister tout ça. On va changer le monde aussi. Et si vous voulez, pour le moment, faire l'acquisition d'un Raspberry pour nous rejoindre, n'hésitez pas à mettre votre nom dans la boîte. Donc déjà, ça c'est le premier pas. Donc là, on a un premier pas, on va dire, local. On est entre nous, on commence à faire les choses. Mais il y en a d'autres en fait en France qui jouent aussi de la même manière. Donc là, David, tu as parlé tout à l'heure du projet DESI. Il n'y a pas que eux. Là, il y a Cédric Gélineau qui m'a parlé d'une idée de Blablacar de l'énergie, quelque chose comme ça. Je te laisserai en parler à l'apéro aussi. Donc toi, tu as fait 3-4 heures de route pour venir ici aussi. Donc, normalement 2h15, il y en a eu 3. Voilà. Donc ça vaut le coup. Il y a des projets qui fleurissent un petit peu partout. Et il y a la région Bretagne aussi qui s'est intéressée à nous avec le projet Smile. Donc c'est un gros projet, région Bretagne et région Pays de la Loire, qui s'intéresse à tout ce qui est smart grid également, et qui a plein de projets, dont un qui s'occupe de l'affichage des consommations. Et on a mis un pied dedans à Loën avec la ville de Lorient et Lorient Agglomération, où depuis hier, Lorient Agglomération et Lorient Ville ont maintenant quelque chose qui ressemblerait à la maîtrise d'ouvrage du projet Sénin. Et du coup, ce projet Sénin, ça va être un peu la version 2.0 ou 3.0 finalement de tout ce qu'on essaye de mettre en place. Parce que 2.0 c'était dans ouais. les années 2000. Voilà, là ça va être... Donc ils prennent déjà du retard. Excuse-moi si j'ai pas encore le bon lexique, hein. Je suis pas assez geek je crois. Ouais, et donc là-dedans, nous on va s'occuper un petit peu de la maîtrise d'œuvre finalement à Loën et avec la ville et avec Lorient Agglomération, parce qu'on commence à avoir pas mal d'expérience au niveau sociologique avec le projet Solène et puis avec ce qu'on a fait dans Empower. Et on va sûrement avoir besoin d'assistants à maîtrise d'œuvre. Donc voilà, comme on veut la jouer collectif, on va essayer de se regrouper pour voir comment on définit un collectif en fait pour répondre à notre demande d'assistance à maîtrise d'œuvre pour ce gros projet. Et est-ce que ce genre de petits projets peuvent s'inclure dedans ou est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent jouer? Voilà, on a commencé à parler de plein de choses, donc c'est pour ça que je vous ai mis un nuage de mots ici. On a parlé de Framasoft de l'énergie, on a parlé de protocoles de communication et de fédération entre différentes applications. Donc voilà, des fédérations de serveurs, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, genre le fait divers ou ce genre de choses, mais on parle de nudge du numérique aussi pour le côté social, d'implémentation à Road Gaming en gestion de projet. C'est que voilà, on réfléchit tous ensemble et quand on se plante, on avance ensemble et on sait qu'on va faire des erreurs dans ces projets qui arrivent, mais on va les faire ensemble, essayer d'en acquérir des expériences en essayant de prendre en compte le besoin utilisateur et en essayant de s'organiser comme il faut, tout en prenant en compte le service public et les notions de bien commun. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'il est déjà l'heure de l'apéro. Le projet qui arrive, c'est Sénin. Sensibilisation 1. Sensibilisation. Voilà, le Mais petit nom. c'est que pour l'Orient. Ce sera pour la région. Pour toute la région? Voilà.
Et donc si vous avez d'autres questions, des envies de faire partie de notre groupe, vous pouvez me contacter à contact@aloen ou rubyganchou@aloen.fr. Il y a le numéro de téléphone ici. S'il y a des mots-clés qui vous posent question, ben, je vous propose qu'on en parle autour d'un verre. Voilà. Merci. Merci à toi. Sur le gaz, ça m'intéresse carrément. Bah, compteur gaz, en fait, en plus c'est super d'achat. En fait, ça s'appelle compteur énergie. Et en